Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Et oui, encore, on tient nos promesses, c'est incroyable, à l'opposé total du gouvernement. Nous, on dit des choses et on les fait, puisque nous revenons dans une nouvelle émission où simplement avec l'ami Corentin ici présent, hey. Nous allons vous parler de comics que l'on a lus récemment et là pour le coup qu'on a plutôt bien aimé dans l'ensemble. Donc préparez votre portefeuille, appelez votre banquier, vous allez devoir passer en librairie prochainement après avoir écouté ce podcast, j'en ai bien peur. Mais c'est un back issues un petit peu spécial puisque nous ne serons pas que Corentin et moi, c'est exceptionnel aussi puisqu'il y a Pierre-Antoine avec nous. Pierre-Antoine, salut. Salut les gars. Et tu vas bien? Mais ça va très très bien, je suis content d'être là. Eh bien, je suis ravi que tu sois là. Alors, Pierre-Antoine, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nous? Je vais dire après pourquoi t'es là. Puisque il fait 2m50 et qu'il nous a menacé. Et que je vous ai menacé. C'est vrai qu'il est très imposant, ce monsieur. Pierre-Antoine, présente-toi un petit peu juste. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, on m'appelle PA, donc on peut garder ça, hein, si vous voulez. C'est quand même beaucoup plus simple. J'ai 45 ans. Je suis lecteur de comics depuis mon adolescence. Donc, on va dire que je suis un peu le daron de ce back issues, hein, les gars. D'ailleurs, il nous paternalise direct. Non, mais surtout, je voulais dire, arrêtez de me miner le moral, parce que quand vous dites dans les podcasts que vous êtes vieux, que la trentaine c'est dur et tout, j'en ai 45, quoi, les gars, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Pensez à votre audimat, à vos auditeurs plutôt quarantenaires, quoi. C'est à 35 ans, tu regrettais d'en avoir 35 déjà. Putain, ouais, c'est ça le problème. Puis je veux m'excuser auprès de toi, Corentin, je suis désolé, parce que faut que je te le dise, je suis né dans le Nord, mais je suis ni nazi ni extrémiste. J'espère que ça te fait pas trop chier. Parce que je sais que t'aimes beaucoup, voilà, lier le Nord à l'extrémisme, au nazi et tout, mais là, bon, bah, je rentre pas dans les stats. Ça brise mes convictions, mais ouais. bon. Après, faut savoir que Corentin, il est un peu atteint dans ce qu'on appelle le syndrome sixième sens. Lui, il voit des nazis partout. Voilà, c'est pour ça. C'est pas des dead people, mais voilà. Ils sont là, hein, dans les campagnes. Dans les réseaux, ouais. Ouais, sinon d'un point de vue purement public, je bosse pour New Nose Mag, voilà, qui est un bimestriel papier. Alors je suis chez eux depuis 10-15 ans, spécialisé musique alternative, qui va de l'indé au métal, un peu sous toutes ses formes, en passant par le hip-hop. Bon, je suis habitué un peu au podcast, aux vidéos YouTube. Je participe notamment souvent à celle du YouTuber The Doom Dad, dont tu as peut-être entendu parler, Arnaud, qui marche plutôt bien. Et pour me situer, comme ça, je vais pouvoir avoir votre jugement personnel sur mes goûts. J'ai envie de vous défier là-dessus. Si j'ai envie de citer un peu mes 5 comics préférés de tous les temps, j'ai envie de dire, allez quoi, Preacher de Garcenis. Yes. Stray Bullets de David Lapham. Yes. D'ailleurs, quand Corentin, si t'as envie de faire un podcast un jour sur ça me plairait beaucoup. Mais pourquoi pas? Franchement, pour moi, c'est exceptionnel. Avec ce truc. Sipan, ça pourrait être pas mal cette idée-là. Mmh. Il faudra que tu viennes sur Paris par contre. Hein. Ah bah moi c'est quand vous voulez. Il y va souvent. Okay. Je suis souvent là. Watchmen d'Alan Moore, c'est un peu facile, mais quoi qu'il en soit, pour moi c'est évident. Je suis pas ouf. Bon, Sin City de Miller. Je garderai quand même Sandman de Gaiman, même si je comprends qu'aujourd'hui t'aies plus envie de l'avoir sur tes étagères. Je comprends, mais et si je devais le remplacer, je mettrais Hellboy de Mignola. J'ai un gant de Hellboy tatoué sur mon mollet, donc voilà, c'est tout, c'est obligatoire. Du coup, pourquoi pas sur la main plutôt, ce serait. Et voilà. Au boulot, ça passe peut-être un peu moins, quoi. Et je vais faire un petit instant susboule pour terminer. J'ai eu une période quand j'ai commencé à bosser, mon vrai boulot, hein, pas celui chez New Noise, où j'ai arrêté un peu de lire des comics de façon régulière. J'ai eu un gros trou, puis en fait j'y suis revenu petit à petit. Je lisais à certains moments plutôt j'ai commencé Criminal à sa première sortie en VF en France, et puis je me suis replongé comme un dingue. À quel moment? Tout simplement pendant le Covid, parce que j'ai découvert votre podcast. À ce moment-là, j'écoutais énormément de podcasts, qu'il fallait meubler les journées. Moi j'étais en chômage partiel à ce moment-là, et j'en parle à Benoît, donc de Fnac La Défense, qu'on est des gros potes tous les deux. Je lui dis, mais tu connais First Print? Il me dit, ouais, j'écoute de temps en temps, pas tout le temps. Je dis, putain, mais écoute, franchement, c'est hyper pointu, certes, mais pour le coup, c'est hyper appréciable à écouter. Et voilà. Et depuis, on est tous les deux, parce que je nous mets dedans, parce qu'on est des super potes, des fidèles auditeurs, quoi. Trop bien. La First Print. T'as écrit ta présentation là en fait. Pas du tout, c'est naturel. D'accord, ouais, ok, très bien. Il faudra qu'il a le logo First Print tatoué sur l'autre mollet. C'est ça, peut-être. Trop cool. Donc PA qui est fidèle auditeur aussi, qui en plus nous soutient sur notre Tipeee. Et c'est vrai que t'as été super généreux avec nous. C'est vrai qu'on a toujours marqué sur notre contrepartie que pour une certaine somme mystère, vous pouvez faire un podcast avec nous et c'est un. Non, rien du tout. Et c'est quelque chose effectivement auquel on tient aussi à faire. Donc n'hésitez pas si d'autres veulent prendre cette initiative. Ça prend du temps à organiser forcément en fonction des emplois du temps des uns et des autres. Mais c'est vrai que toi t'avais envie de faire un back issues, du coup tu voulais parler de comics avec nous. Et j'imagine en plus que ceux qui nous écouteront se diront enfin
une voix peut-être discordante qui viendra appuyer un autre avis qui ne bafouille pas, qui a pas la gorge qui gratte. Exactement, qui Alors, je peux tousser si tu veux pour t'imiter un peu, mais qui ne tousse éternue pas. aussi des fois. Très bien, mais peut-être que ce sera moins discipliné qu'à l'habitude aussi, parce que je sens que vous deux là, vous êtes. On Moi risque d'être un peu j'aime bien pénible, quand ouais. on est 3, on est jamais 3 en ce moment. Non, Mais Ouais, toujours faudrait que soit j'en parle à ma 4, femme, soit d'ailleurs, 2. Pardon. Hein, qu'est-ce qu'il y a? vas-y. Mais je disais, il faudrait que j'en parle à ma femme d'être 3, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Ah, Ouais. on est sur ce genre. Effectivement, tu as 45 ans. Effectivement, c'était bien de le préciser avant. Blague Corentin de m'a dit que daron. t'étais très fan de blagues de cul, donc. C'est pour Yes, ça que mais je- t'as dit aussi qu'on les enregistrait pas en général. C'est Pas que de blagues. Ces hein. fameuses Tu peux enlever blagues. t'es fan de Oui, blagues de cul, tout simplement. Tout simplement aussi. Ouais. Effectivement, ça se retrouvera dans un de mes coups de cœur de cette série de Back Issues. Mais justement, ne perdons pas trop de temps en préalable. circonvolution, En circonvolution. ouais. Merci, mot contre triple. Et rentrons dans le vif du sujet puisqu'on a plusieurs bouquins à chroniquer. Donc, une sélection qu'on a faite ensemble avec PA. Et donc, on va majoritairement du côté d'Urban d'ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, donner le chèque après, s'il vous plaît. Mais donc, on va commencer avec des récits complets d'abord avant de parler de séries aussi. Et il y aura un peu d'indé, enfin il y aura beaucoup d'indé et une touche de super-héros aussi. On commence donc par Aucune tombe assez profonde, Scotty Young et Rory Corona qui se retrouvent ensemble après Middle West qui était déjà une super série éditée en 3 tomes à l'époque chez Urban Blast. Non, c'était l'Urban Link, Urban merci, Link. leur label d'avant, qui a ensuite été réédité en intégrale au grand format Urban. Série qui, dans son univers un peu fantaisiste, parlait de choses très adultes, enfin qui avait vraiment un propos très sombre. Et quelque part, c'est un petit peu la même chose là-dedans avec Aucune tombe assez profonde. On s'intéresse à une ancienne cowboy, gangster hors la loi qui s'est rangée, qui a sa petite vie de famille et qui d'un coup est rattrapée par la maladie. Et donc elle décide d'entreprendre un voyage pour aller retrouver la mort, vraiment la mort, la personnification en elle-même de la grande faucheuse, et de lui plomber le derrière pour échapper justement à son destin funeste. Ça, c'est le pitch de départ. Et comme on a un invité avec nous, PA, je me tourne vers toi pour te demander qu'est-ce que tu as pensé donc de Aucune tombe assez profonde. Ça s'appelait No One's Grave en VO. PA, je te laisse la parole. Merci bien. Alors pour commencer, je dirais que je suis assez dingue du duo Scotty Young et Rory Corona, on va dire à l'espagnol. J'ai eu un énorme coup de cœur Young Adult pour Middle West. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je me refasse l'intégrale en grand format chez Urban parce qu'elle fait bien plaisir. Et elle profite très bien de cet agrandissement des planches, comme là pour le... Exactement. Pareil, j'avais adoré celui que tu aimes dans les ténèbres, que j'avais lu plutôt en VO cette fois, mais celui-là était vraiment sympa. Oui, celui-là qu'ils avaient fait ensemble aussi, ouais. Et du coup, quand on me dit que le duo revient pour un western horrifique, alors là, je dis banco, c'est pas l'Hermine ou la Caravane, c'est le western horrifique. Je trouve que c'est une œuvre qui est très sympa, qui est très belle, mais qui n'est pas, et c'est peut-être un souci personnel pour le coup, pas à la hauteur de ce que j'en attendais. Parce que moi, on me dit western, on me dit horreur, on me dit ce duo-là, je dis ok, enfin, je vais surkiffer. Donc c'est très personnel comme rapport, j'en conviens. Bien évidemment, côté dessin, c'est magnifique comme toujours. Ça, il y a rien à dire là-dessus. C'est d'ailleurs totalement l'intérêt principal du bouquin. Ça regorge de détails, c'est très touffu. Il y a des planches qui sont vraiment marquantes, des couleurs qui sont, je fais la rime, mais chatoyantes. Les cadrages sont assez parfaits. Ça se lit bien évidemment rapidement parce qu'il y a assez peu de texte finalement. Surtout que t'as un numéro muet quasiment. Ouais. Et oui, tout à fait. C'est l'avant-dernier, je crois, si j'ai pas de bêtises. Le 4e, ouais. Je trouve qu'une issue de plus aurait été, en tout cas, un chapitre de plus aurait été assez nécessaire. J'aurais bien aimé qu'elle ait une aventure un peu plus compliquée, une aventure de plus, une étape supplémentaire, quelque chose, que le road trip soit peut-être un peu plus initiatique, car Ryder, donc, qui est ce fameux personnage principal, je la trouve pas si attachante que ça. C'est vraiment c'est une gangster, je trouve, qui, tu te limites au premier chapitre, tu te dis ok, là elle est hyper intéressante et tout, et au fur et à mesure que tu apprends son histoire, tu te dis que bah non, en fait, qu'elle a pas fait de quartier, quoi. Et finalement tu t'attaches pas tant que ça à elle, et j'aurais aimé peut-être une rédemption un peu plus forte, ou à l'inverse, que ce soit encore plus noir, tu sais, que le parti pris soit peut-être un peu plus marqué, ou un peu plus glauque. Pour autant, la fin, qu'on va bien évidemment pas spoiler, est absolument géniale. Le dernier chapitre, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est fabuleux, quoi. C'est vraiment marquant d'aller vers ce terrain-là qu'on ne peut pas. Je sais pas jusqu'où vous voulez aller pour raconter, parce mais que c'est toujours la question qu'on se pose de toute façon, c'est que ça reste dans le Back Issues. On essaie quand même de parler du fond des albums, et qu'à un moment, là, on peut le faire sans spoiler. Je pense. Ouais. Ok. T'inquiète. Ouais. Je sais pas. En vrai, vas-y, continue. Donc on sent vraiment que le scénario, en tout cas que la narration passe par le scénario,
passe plutôt par le dessin que par le scénario. Voilà, je trouve que ça se ressent assez vachement. Je sais pas qui a drivé le plus entre les deux le truc, mais je sens plutôt que le dessin passe au premier plan. Je suis à peu près certain que Scotty Young, il a dû lui donner des indications de je veux une séquence comme ça, les et structures, que tu reconnais un peu de Young, l'exagération des mouvements. Non mais justement je pense qu'il a laissé les coups des libres à Corona, parce qu'il y a soit ça, soit ils sont tellement fusionnels maintenant qu'en fait ils se comprennent très bien au niveau des effets et tout. Enfin, tu sais, tu sens le duo où c'est pas juste il lui envoie un script et il lui dit fais ta vie, mais il y a un échange en fait au moment de la création, à mon avis. Bah, sachant que Young est aussi dessinateur, donc effectivement c'est des choses dont ils peuvent discuter ensemble, mais ouais. Et du coup, je l'avais mis et j'ai envie d'en parler. Peut-être que tu vas pouvoir rebondir là-dessus, Corentin, mais je mets quand même, donc j'avais dit un gros big up au final qui est très sombre, fort et suffisamment nihiliste. C'est quand même pas Le Grand Silence de Corbucci. Arnaud, voilà, un film que je peux te conseiller. Je sais que c'est pas forcément tes rêves, donc du coup, mais voilà, je sais que Corentin y travaille dans ce que j'écoute. Et voilà, ce film ce western voilà de Corbucci est exceptionnel. Et la fin m'y a un peu fait penser. Alors c'est pas exactement la même chose, c'est pas aussi nihiliste, mais la fin m'y a fait un peu fait penser. Et voilà, c'est une lecture que je recommande bien évidemment. En plus, le grand format est sublime. Mais je suis pas sûr qu'elle termine dans mon top 10 annuel, tu vois, pour le coup. Non, mais ça empêche rien, tu vois, parce qu'après, c'est pas que un rapport comparatif à chaque fois. Moi, j'entends ce que tu dis par rapport au dosage, mais quelque part, je savais pas ce que j'attendais en fait avec ce projet. Pour prendre des référents peut-être plus grand public, on va dire. Parce que tu le comprends au fur et à mesure aussi. Le projet, je pense. Oui, tu le comprends. Tu le comprends dès que les flashbacks commencent à s'engager, en fait, et que, effectivement, le fait qu'elle est pas attachante, c'est parce que justement, le projet te prend un revers. Au départ, tu te dis, voilà, c'est une bonne mère qui veut rester en vie pour prendre soin de sa famille. Et en cours de route, on te dit, en fait, non, mais pas du tout. En fait, c'est depuis le début, elle se fait passer pour une bonne mère. Et ça tord un peu, comme, tu vois, comme dans Impitoyable, la convention, en fait, que le gangster, en fait, qui s'agit, qui prend femme et enfant, etc., ça reste un gangster. Il est pas lavé de ses péchés parce que, justement, il a fait un bon choix dans sa vie, qui était d'arrêter de tuer en cours de route. Et du coup, bah, alors, Arnaud qui me disait, en préparant cette émission, que c'était un peu Coco en réussi. Parce qu'Arnaud n'aime pas Coco, c'est, voilà, chacun sa différence. Mais toi, tu me fais la leçon sur les Pixar alors que t'as même pas vu là-haut. Donc forcément, si t'avais vu là-haut, bah, tu dirais aussi que Coco, c'est fade. Je trouve le référent est pas idiot parce qu'effectivement, t'as tout ce petit monde, en fait, de l'au-delà. Tu vois, qui est souvent un thème qui revient souvent dans l'animation, avec le Book of Life, avec Coco, avec le jeu de merde, voilà, Broken Sword, Pete Schaeffer, voilà, personne ne m'aide. Association d'idées, là, j'avoue que je suis pas. Hein, mais... Attends, merde, bon, c'est pas grave, peu importe. Je peux te parler des Pixar, mais ça va faire chier. Le jeu avec Manny Calavera. Bon, bref, vous voyez de quoi je parle peut-être chez vous, ou même le cinéma Tim Burton, tu vois, avec Beetlejuice et tout, ou même Les Noces funèbres. Tout ce petit monde, en fait, funèbre, qui est super bien fait, qui est justement très coloré, très vivant, qui a une vraie mythologie un peu sous-jacente, qui est pour le coup survolée, mais qui en fait a cette esthétique qui frappe en fait directement. Tu vois, on parlait de la mort apparaît dans cet album. Son design est vraiment justement génial et très Scotty Young, c'est avec les bras ultra longs et tout, très exagéré, très très frappant. Après effectivement voilà, c'est pas le récit qui va aller très très loin dans ces thématiques. Il a ce qu'il a à dire, qui se propose un peu sur le deuil et l'acceptation en fait de sa condition d'avoir une maladie grave et tu sais, c'est un peu toutes les étapes du deuil en fait. Au début tu vas négocier, etc. Et puis à la fin il y a l'acceptation. Donc sans spoiler, voilà, c'est un récit qui finit mal, hein, évidemment. Enfin qui finit mal ou qui finit bien, ça dépend. Ouais. De toute façon ils disent dès le départ que la maladie est incurable, hein, je crois, si j'ai pas. Oui, bah on te dit sauf le pitch justement. Si elle prend un traitement, elle a une année à vivre et son mari qui lui dit, je crois, la ville s'appelle. La ville des morts, comment elle s'appelle? Enfin, je retrouve ces dedans, ouais. Mais oui. Mais son mari lui dit, si t'y vas, tu pourras pas revenir. C'est ça, exactement. Elle doit faire le choix entre passer éventuellement cette dernière année en famille ou d'aller affronter la mort pour s'en sortir. Mais bon. Et au niveau du graphisme, franchement, il y a vraiment beaucoup d'idées. Le manteau, la façon dont le manteau est utilisé pour décrire une sorte de cape ou lui donner une structure vraiment très inquiétante. Les costumes aussi, parce qu'elle va changer de costume à un moment donné dans l'histoire. Tout, effectivement, toutes les scènes de fusillade qui sont très très généreuses. C'est un dessin qui porte bien toute l'atmosphère un peu macabre et un peu fantastique, un peu surréaliste que ça veut convoquer. Moi, mon seul reproche, en vérité, c'est que effectivement, tu le lis, t'es content, t'as appris des trucs. Il me manque des petits éléments de clarté, je trouve, comme quand elle croise le guitariste, par exemple. J'ai pas exactement compris ce que ça a essayé de nous dire en dehors d'une image très évocatrice et un peu genre tiens, je te donne ça et fais-en ce que tu veux. Mais sinon, non, pour moi, c'est un bon projet. Ça aurait peut-être mérité d'être plus long. Ouais, c'est vraiment ce que je pense également. Tu vois, ou d'avoir peut-être plus de scènes avec sa famille au début, parce que finalement, en fait, la maladie arrive très vite
et s'engage cette croisade. Ou pareil aussi, tu croises les fantômes qui vont à la rivière à un moment donné. Je sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de nous faire avec ça, tu vois. Toute la scène du casino est top, hein, sur le bateau. C'est génial, c'est génial. Mais il y a un côté vraiment. Il y a des idées de dessins qui sont. Tous les designs presque à la Borderlands aussi en fait, dans cet aspect western parfois. Oui, et puis tu sais, c'est peut-être très bouffi, très longiligne et bouffi à la fois. Les danseuses sur ce passage-là, ils sont absolument incroyables. Et même dans le casino, le personnage de majordome qui a un masque là, ou ces créatures sans visage, où tu te dirais un peu du Silent Hill. Version western macabre, tu vois. Donc au niveau du réseau d'influence, c'est quand même assez bien fait. Et puis pareil, vraiment, le personnage, il a quand même une putain de gueule au niveau du design et tout. En fait, voilà, j'ai pas forcément moi de reproche. Je vous conseillerais cette lecture, on va dire. Également. Mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport au reste du pool de ce qu'on a prévu de parler, enfin d'évoquer aujourd'hui, à mon sens, elle est peut-être plus secondaire à acheter. C'est horrible parce que là, on coupe les cheveux en quatre pour les trucs qui sont quand même super bien. C'est ça, c'est que tu l'aurais comparé à des choses un peu moins bonnes, tu te dis, bah, c'est le haut du panier. Mais en l'occurrence, là, forcément. J'ai quand même préféré Middle West. Moi aussi. À titre personnel. Mais parce que Middle West a l'avantage d'être plus long en fait, vous c'est ce que vous soulignez à chaque fois, c'est que pour vous c'était un peu trop court. Mais vu que c'est quand même un récit qui effectivement qui est un récit qui parle de deuil et qui prend littéralement à chaque chapitre, c'est une des phases du cheminement du deuil, alors qui a été pas débunké, mais en gros on sait que c'est pas c'est une théorie qui n'a pas de vérité d'un point de vue scientifique, mais c'est quand même en gros on dit il y a toujours les 5 étapes. Donc en fait les 5 étapes qui s'illustrent littéralement dans chaque numéro, et c'est pour ça que le récit ne pouvait pas être plus long, parce que il y a pas 10 étapes du deuil, ou alors enfin tu vois, ça aurait été bizarre de dire colère 1, colère 2, puis dépression 1, dépression 2. C'est Grim Fandango, le jeu que je cherchais. Voilà. Ah oui, Grim Fandango, très bien. Merci beaucoup. D'accord, ouais, moi-même. oui, pour l'univers, ouais, complètement. Donc en soi, moi je trouve que les consignes sont respectées, surtout qu'à mon avis, il avait pas forcément plus de choses à dire Scott Young là-dessus. Mais ce qui est vachement intéressant par contre, c'est que ça parle du deuil du point de vue de la personne concernée. Donc je trouve que c'est une approche qui est vachement différente, parce qu'en fait on ne cherche pas vu comme ça, parce que d'habitude c'est vrai, c'est plutôt ceux qui restent dont on parle, mais là pour le coup comme dans Kill Giants par exemple, tu vois le point de vue de la fille plutôt que c'est ça, justement là c'est vachement plus intéressant quand alors je sais pas si Scotty Young a vécu lui-même une maladie ou si ses proches l'ont vécu, mais par contre il tente vraiment de raconter l'histoire de en fait qu'est-ce que c'est quand tu dois vivre avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ces acceptations de se dire, mais au final quand t'es dans le cas d'une maladie incurable, oui, à un moment, tu vas passer par toutes les étapes qui sont décrites, et par acceptation. C'est pour ça que moi, je trouve que la conclusion, elle est pas du tout nihiliste, et que, au contraire, pour moi, elle est même optimiste, en fait, à l'opposé total, parce qu'il y a quand même juste une phrase. La dernière, c'est, ça valait la peine d'essayer. Et pour moi, vraiment, ça illustre elle y a jamais vraiment cru, en fait, ça valait la peine d'essayer. Tu trouves pas ça un peu, en plus, c'est un jeu de mots, parce que en anglais, elle dit, it was worth a shot, tu vois, au moment où là, ça marche mieux, effectivement. Où elle se prend une, ouais, donc c'est vrai qu'il y a ce jeu de mots qui transparaît moins avec avec la veuve, mais non, mais c'est pas, en fait c'est ça, c'est ce qu'on lui propose, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, parce que j'ai un rapport du coup personnel avec cette histoire. C'est en fait, est-ce que tu essayes de te battre, quitte effectivement à te perdre, parce que quand tu vas faire les traitements, l'hôpital et tout ça, et tu laisses une part de toi-même en fait, et ça a des conséquences aussi qui font que tu t'éloignes de tes proches, ou est-ce que tu veux rester absolument à côté? Et tu vois, rien n'est facile dans ce genre d'épreuve. Et à mon sens, justement, la conclusion, elle te dit que même si la conclusion, de toute façon, elle est la même pour tout le monde, elle est la même pour nous tous, qu'on passe par la maladie ou pas, ouais, ça vaut la peine quand même d'essayer de faire ce genre de, qui est un voyage intérieur, en vrai. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je peux l'entendre, mais elle le fait de manière égoïste, et c'est ça qui m'embête un peu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle pense à ses gosses. Enfin, à sa fille, c'est une fille qu'elle a, je crois. Oui. Et tu vois, enfin, je suis pas d'accord, parce que la maladie, tu vois, la maladie, ce sujet-là, je l'entends, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, elle aurait peut-être pu gagner quelque chose en plus, mais je trouve qu'en fait, elle les quitte finalement sans aucun regret, très facilement, tout de suite. Il y a pas d'hésitation. En tout cas, on le ressent. Moi, je l'ai pas ressenti dans sa réflexion. Et finalement, est-ce qu'il est pas mieux, mais c'est peut-être tout l'intérêt du bouquin, de passer, même sans aller pour autant, et ça, t'as raison sur le côté, je vais subir les traitements, ça va être long, ça va être laborieux, je vais peut-être finalement pas m'en sortir, et ça aura servi à rien. Mais au contraire, juste passer du temps avec ta famille et leur laisser des souvenirs supplémentaires. Mais c'est parce que en fait t'as un enchevêtrement de thèmes. C'est à la fois c'est la BD qui te parle de rédemption, enfin de rédemption violente, mais à la fin elle subit une sorte de rédemption, et qui te parle aussi justement de cette allégorie précise de la maladie, et le fait que tu doives passer par la rédemption pour en arriver là fait que tu dois la voir sous un angle très négatif pour comprendre qu'en fait justement elle a compris quelque part, pas qu'elle mérite la mort, mais que c'est un peu une forme de justice, tu vois. Et du coup, c'est là que les deux allégories se rencontrent un petit peu, et que moi je l'ai pas ressenti ça. T'as complètement raison, mais j'ai pas ressenti qu'elle avait
qu'elle avait accepté qu'elle méritait que la mort, quoi. Dans les dernières planches, hein, je veux Ouais. bien, attention. Mais parce que tu vois, quand elle est confrontée aux fantômes de ceux qu'elle a tués, etc., tu vois, où là, pour le coup, il y a une sorte d'éveil de... En fait, effectivement, c'est vrai que c'est ce que la mort lui dit Et d'ailleurs. toutes les Tu morts es l'héroïne, indirectes aussi. Tu es l'héroïne de ta propre histoire, mais ça veut pas dire que tous les autres ne te voient pas comme ça, et là, elle a un moment de rupture, en fait. Et ça fait que comme le scénario doit t'emmener par là, il faut qu'on te la montre, en fait, dès qu'on te dise que depuis le début, elle a ce penchant négatif, en fait, ce côté un peu sulfureux, un peu violent, elle triche, en fait, avec les règles depuis le début. Ce qui fait que c'est à la fois, effectivement, un combat contre la maladie, mais en même temps, elle triche, justement, pour ne pas avoir à combattre la maladie, parce que sinon, elle resterait auprès de sa famille à prendre le traitement, tu vois. Ouais, mais justement, c'est Ou pour même ne pas le prendre, éventuellement, juste rester avec eux. Oui, oui, mais après sa rédemption intervient aussi dans le fait que à la fin, à toute fin, elle dit quand même je veux essayer de les retrouver quand même parce qu'elle se rend compte aussi qu'elle avait fait des choix égoïstes, mais en même temps, elle a agi pour sa famille aussi parce que tu vois dans les flashbacks que quand elle va tricher au poker pour pouvoir acheter sa propre baraque, en fait, elle le fait pas pour elle le fait pour sa Elle gosse. le fait quoi, pour en elle, fait. mais c'est ce qui contrebalance sa dernière phrase en disant, enfin, it was worth a shot, ça valait le coup d'essayer, mais finalement, elle savait très bien qu'elle y arrivait pas. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment senti, je pense que c'est une question peut-être d'expérience personnelle. Moi, j'ai senti une certaine forme d'égoïsme. Bah, et c'est elle m'a vrai, un ouais, mais peu, là, après, là, c'est purement c'est personnel, quoi. C'est de instinctif. l'égoïsme ou un sens de la survie, parce que ce qu'Arnaud dit est pas idiot par rapport au côté. Tu veux que j'arrête de vapoter, peut-être? Non, c'est, Pardon, excuse-moi, parce que PPA se lève parce que pour tousser. Mais du coup, ce qu'Arnaud se dit par rapport justement au côté, elle le fait pour sa famille quand elle triche au casino, etc. C'est comme quand elle est poursuivie par les marshals et que justement, elle dit laisse-nous partir, laisse-nous en vie. Elle fait ouais, mais si je vous laisse partir, vous allez continuer à me cavaler après. Là, je suis enceinte, donc il faut en fait que je vous élimine. Donc il y a un peu ce sentiment de survie aussi, mais pour moi, c'est assez bien nuancé quand même. Justement, tu peux pencher un peu des deux balances à partir du moment où tu comprends quand même que ça reste quand même une nana qui a fait ces choix-là et qui les assume, et à la fin, elle comprend quand même qu'il aurait pu faire des choix différents. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, est-ce que Scott Young s'est pas laissé enfermer dans son concept finalement? Le fait de se dire il faut à tout prix que je fasse 5 étapes fait qu'il a pas pu développer comme il voulait, ou il s'est dit bah basta finalement. Je sais pas comment il a pris le projet. Est-ce qu'il s'est dit c'est un truc de plus, c'est fun, allez j'ai écrit le scénario en 10 minutes, on n'en parle plus? C'est pas fun. Ou il a non mais c'est fun, il y a du western, il y a tu vois c'est fun, le bestiaire est sympa. Oui, il y a oui, de oui, l'action, oui. tu vois, Non, mais dans le fond, je veux dire, chevauche quand même une c'est- espèce de chèvre géante. oui, oui, mais c'est pas une histoire marrante en tant que telle, en fait. C'est, Non. tu Non, vois. c'est cool. Mais par contre, c'est un western aussi, donc t'as des archétypes et c'est aussi de se dire parce que ça n'aurait pas de sens si c'était une gentille petite dame dans le contexte western, on va dire. Tu vois, même si t'enlèves les éléments fantastiques, si c'était l'archétype juste de la petite dame de famille machin qui a jamais pris les armes, tout ça. Pourquoi qu'est-ce qui justifierait qu'elle aille se battre comme ça et qu'elle en démorde autant? Donc faut inscrire le background pour justifier de pourquoi elle est aussi douée des flingues, pourquoi elle a ce caractère et tout ça. Et donc bah de partant de là tu dis bon bah en fait c'est une ancienne mercenaire en fait ces trucs. Et donc dans ce monde impitoyable, sans jeu de mots, eh bien tu vois j'ai quand même des références. Eh bien tu construis ce personnage, tu dis OK bah en fait on va prendre le point de vue aussi du bandit en fait de l'archétype du bandit donc là qui est tourné au féminin et de se dire c'est aussi pour une façon de se dire mais en fait oui, il y a des gens qui ont pas fait des belles choses dans leur vie, alors à des degrés plus ou moins importants, mais dans la vraie vie aussi, de se dire, mais en fait, ces gens-là, quand ils sont touchés par une maladie, qu'ils ont une famille, bah, c'est aussi une épreuve pour eux, qu'importe le fait qu'ils aient pas forcément, qu'ils aient aucune casserole dans leur, donc en fait, c'est parce que t'as un background, et puis ça participe juste, à mon avis, du côté fictionnel. Après, pour sortir un peu de ce débat, parce que, encore une fois, pour moi, les deux points de vue s'entendent, pour la question est-ce qu'il s'est laissé enfermer dans son concept, moi je pense qu'en fait déjà Young il vient quand même plutôt de la littérature pour jeunes adultes. Là déjà j'étais assez agréablement surpris de voir qu'il mettait autant de thématiques très sombres en fait, une violence qui ne se cache pas, le cancer, des scènes de fusillade où même tu vois une héroïne qui effectivement n'hésite pas à zigouiller. En comparaison tu vois de Celui que tu aimes dans les ténèbres, c'est pareil, le thème tu pourrais te dire mais du coup ça parle de quoi? Ça parle d'enfermement, ça parle de solitude, relations toxiques, ça parle de Ça relations parle toxiques. tellement de relations toxiques. Hein. Ouais, Pour moi, c'est le mais sujet central. Tu quoi. peux le voir aussi comme aussi une quête de l'amour, tu vois, en un sens jusqu'à un certain point du récit. Et là, c'est toujours un peu pareil, c'est qu'en fait, il va essayer de te mettre un truc qui à la fois fait très simple parce qu'il vient d'un truc qui justement est très dirigé normalement. Et quand il arrive à te le tordre, tu sais, à la fin, ça se termine et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Parce que moi, à la fin, tu es dans les ténèbres, je me suis dit, ouais, mais l'allégorie est passée, mais ensuite, après, qu'est-ce qui se passe pour elle? Comment on revient à la normale ensuite, etc. Là, c'est un peu pareil, il n'y a pas de décompression, en fait. Ça s'arrête et c'est fini. Oui, il y en a pas, mais dans aucune tombe, il peut pas y en avoir, en fait. Finalement, on s'intéresse pas à sa famille, peu importe ce qui va leur arriver, là, je suis assez d'accord. Alors que dans Celui que tu aimes dans les ténèbres, là, pour le coup, ça aurait été intéressant de poursuivre l'histoire. Là, finalement, il n'y a pas grand chose de plus à dire.
après la fin, au cœur du récit, j'aurais aimé un peu plus, mais après la fin, bon, puis elle est suffisamment marquante, quoi. Oui, et puis justement sur ce dernier numéro, t'as une séquence de flingue en fait entrecoupée qui a un génie de mise en scène en fait qui est ultra forte dans le dessin, dans ce qu'elle évoque aussi. Il y a rien à dire par contre. Et non, mais même dans ce qu'elle exprime en fait derrière le truc, quoi, parce que c'est un truc qui est super, enfin qui fait partie aussi du processus, quoi, de se dire en fait, ouais, quand quelqu'un part, c'est pas forcément son absence qui pèse aussi, enfin si, c'est son absence qui pèse, mais aussi c'est tout ce qu'elle loupe en fait, tout ce que et de se mettre du point de vue de la personne qui s'en va aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est une BD qui est ultra forte, et franchement si j'avais pas lu I Kill Giants avant ou d'autres BD sur le deuil, tu le mets au même niveau Non, justement, non, je te laisse pas finir ma phrase, PR. Non, si je n'avais pas lu I Kill Giants et d'autres BD plus fortes sur cette thématique-là, je pense quand même qu'elle m'aurait vraiment, elle m'aurait beaucoup plus touché aussi, quoi. Mais moi je vois pas en quoi c'est possible. Alors c'est là où je fais mon côté daron sans vous paternaliser. C'est que j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Moi, à aucun moment, je fais le choix d'aller me barrer et pas vivre avec mes enfants une dernière minute. Pour autant, tu leur laisses pas forcément une belle image parce qu'elle va se décomposer, elle va pas être bien, elle va être malade. Mais tu vois, dans le vrai monde, tu peux pas tuer la mort, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est ça la différence. Et no offense, t'es grand, mais t'es pas un gangster, ouais, quoi. Merde, putain, j'avais pas pensé à ça. Non, mais par exemple, tu vois, si tu fais le parallèle par rapport à mon vécu, je me dis merde, en fait, moi, j'aurais fait le choix de peut-être pas de faire le traitement. Ça, je suis complètement d'accord. À ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais de me dire, en fait, je veux passer les derniers moments possibles avec mes enfants et vivre encore des choses avec eux. T'as jamais raté un goût d'anniversaire pour aller interviewer un artiste de musique, par exemple? Putain, t'as pas le droit d'aller sur ce terrain-là. T'as pas le droit d'aller. Du coup, je peux plus faire écouter le podcast à ma femme. Non. Si, j'ai loupé, mais c'était pas le bon jour pour aller au Hellfest ou à un autre festival. Ah bah, au Hellfest, en plus. Merde. Voilà. Mais aidez-moi juste. Merde, tu m'as tué, là. La BD de Ramvé, Arnaud, j'ai un trou affreux. Layla Star. Voilà, ouais. pour moi, Layla Star reste quand même la référence absolue sur cette thématique-là. Ah non. Si, bien sûr que si. Mais déjà, c'est pas une BD sur le deuil, c'est une BD sur la mort. C'est pas pareil. Sur l'idée de mort, et c'est une ode à la vie. C'est une pulsion de vie, la Star. Mais oui. Donc ça a rien à voir. Non, mais c'est pas du tout la même thématique. Enfin, ça embarque les mêmes thématiques. Non, parce que toi, ça te parle parce que t'as des pulsions, parce que t'as des angoisses de mort. J'essayais de transitionner vers Ramvé, là, je te tendais une perche. Incroyable. Mais c'est nul, ce mec. C'est nul. C'est dommage parce qu'on parle pas de Ramvé tout de suite. Bon, enfin, je peux assister en live à leur débat passionné. Et vous le savez pas, vous le voyez pas, mais ils sont quasiment sur le point de se mettre sur la tronche. Non, c'est un truc de vieux couple. On est tellement contre la violence. Mais donc on recommande tous la lecture, ça y a pas de débat. Ouais, mais par contre c'est une lecture qui est hautement recommandable, et puis le format sert très bien puis surtout si vous aimez les westerns, enfin l'esthétique en western, on va dire à la Blueberry et tout. Là, c'est quand même très généreux dans les paysages. En plus, il a pareil, il y a des gimmicks on finit chaque numéro par une double page qui est, qui profite aussi du grand format. Non, c'est super beau, c'est vraiment très agréable à lire. Et comme dit, vous lisez ça, puis après, vous lisez I Kill Giants, et puis voilà, vous avez le maître étalon, vous allez pleurer. Sur la pente ascendante. Oui, vous allez beaucoup pleurer. Mais moi, il m'a rendu triste en ce bouquin, donc, voilà. Trigger warning énoncé. Mais, du coup, maintenant, on passe du côté de, l'horreur, de l'horreur qui fait peur. Avec un même auteur, d'ailleurs, qu'on va, pour peut-être celui-là, c'est pas celui qui fait le plus peur. Non, c'est pas celui qui fait le plus peur. Mais donc, Spectrograph de James Tynion IV et Christian Ward, qui est sorti aux États-Unis chez Distillery en 4 numéros et qui nous arrive en VF par le biais des éditions Delcourt, puisque les éditions Delcourt ont un partenariat prononcé avec Distillery. Ils ont même un peu mis des sous dans l'établissement de cette maison d'édition. Et donc, c'est tout à fait naturellement que leur titre arrive chez eux en VF. C'est l'histoire d'une maison hantée. Non pas quelle est la forme de thé comme l'aurait dit Corentin, mais je crois que PA voulait nous faire une intro là-dessus, donc je vais te laisser faire. Je serais pas aussi bon qu'un bon Corentinpédien, hein, mais il est surfait Corentinpédien, hein, tu sais. Tu trouves? C'est juste des copier-coller en fait. S'il relit pas Wikipédia avant, il est pas voilà. Ça ne marche pas comme ça. Faites le test, vous verrez que je dis des trucs qui sont pas sur Wikipédia en plus. En plus, il prend l'accent marseillais en le disant. Voilà. Mais soutenez Wikipédia s'il vous plaît. Tu veux que je prenne l'accent ch'ti? Je préfère l'accent ch'ti. Alors oui, effectivement, tu l'as dit, hein, donc ça je vais pas revenir dessus sur toute la partie distillerie. On est sur du Tynion IV dans le fond et la forme. Huis clos un peu horrifique qui revisite le thème de la maison hantée, très cinématographique, avec un découpage que je trouve personnellement puissant et percutant. C'est-à-dire que ça commence comme d'habitude, c'est à chaque chapitre, on commence par 2 pages fortes avant que le titre soit mis en avant. Toi, c'est très cinématographique et que l'histoire commence. On a des ellipses temporelles, on a des sauts dans le temps, mais qui compliquent jamais la lecture. Qui demande simplement un peu d'engagement de la part du lecteur. Donc pour résumer un peu brièvement l'histoire, et je voulais en parler parce qu'il y a un point spécifique qui m'a beaucoup touché à titre personnel.
Donc on suit l'histoire d'un homme qui s'appelle Ambrose. Quoi, c'était rêve de propriété privée immense, c'est ça? Non, pas du tout. Tu vas voir, je vais y venir et on verra si toi aussi t'as ces éléments-là qui t'ont sauté aux yeux. Donc voilà, Ambrose Everett Hall, qui est à la tête d'un groupe de personnes richissimes qui œuvrent dans l'occultisme. Et son but est de construire une machine, le fameux spectrographe, qui lui permettra de laisser une trace dans le temps, de ne pas mourir, de perdurer, un peu à la star de Demi Moore dans The Substance, tu vois, qui essaie de créer son double quelque part. Et là, c'est pas un double jeune, mais en créant un fantôme à partir de son soi, comme s'il donnait vie de manière décharnée à l'immortalité de son âme. C'est pas écrit du tout en plus. Hein, pas du tout, non, c'est vraiment c'est ce que je ressens de mon propre cœur. C'est spontané, tout seul. Alors, il est accompagné de son amant Félix. Et dans une maison démentiellement grande, voilà, il tente de réussir cette fameuse œuvre. Sauf que, et ça, je peux spoiler rien parce qu'on l'a tout de suite, hein, c'est un peu le principe du truc. Il n'arrive qu'à créer des fantômes, mais aucun n'est viable ou réussi. Et ils sont souvent, donc je disais, décharnés, sanguinolents, effrayants à demi-mot, hein, et hantent la maison et sans vouloir faire du mal aux personnes qu'ils croisent. Et sur le contexte global, l'histoire commence pas par ça, mais elle commence par une femme, agent immobilière, qui, donc là on est 50 ans plus tard, hein, de la toute petite intro, doit vendre cette maison devenue inhabitée à un groupe d'acheteurs qui semblent également être des adorateurs de l'occulte. Sauf que cette femme, qui s'appelle Jenny Chase, est en retard pour la visite de la maison et en plus laisse son gamin seul en bas âge sur sa chaise haute. Donc on commence à rentrer dans des thèmes qui me parlent un peu. Voilà, un oubli malencontreux lié au désordre complet qu'est sa vie en fait, puisqu'elle essaye vraiment de tout jongler et elle n'y arrive pas. Et lors de sa visite, son interlocutrice, hein, qui fait l'agent immobilière, la Vesper, enfin non, pareil, elle est l'agent immobilière, mais son interlocutrice Vesper, qui représente ce fameux groupe de gens richissimes dans l'occulte, la frappe et bien évidemment tente d'utiliser le spectrographe, et c'est là que les malheurs commencent. Donc on oscille vraiment. Est-ce que tu veux reprendre voilà sur non, vas-y, moi, je pense que l'histoire, il faut pas aller plus loin que ça. Non, vas-y. Donc on oscille, voilà, je trouve, donc entre une aventure psychédélique occulte de ces deux femmes qui se retrouvent prisonnières dans la maison et tentent de s'en sortir au fur et à mesure. Et on en apprend plus sur leur passé. Donc, la vie amoureuse compliquée de Jenny, dont la compagne l'a abandonnée. L'existence de la jeune Vesper qui a du mal à trouver son identité, dont les amis dans l'occulte se sont bien allègrement servis, quoi. Donc, on est sur une œuvre haletante qui peut se lire rapidement, qui tient en haleine. Je pense que j'ai dû la lire en 1 heure et demie grand max. Mais je l'ai lu 2 fois pour le coup parce que ça m'a vraiment plu. Et qui dépeint également les difficultés de la vie amoureuse parentale avec brio. Et c'est ça sur lequel j'ai envie de revenir parce que la manière dont Jenny, mère célibataire, oublie son enfant pour la vente de la maison et s'imagine les conséquences de cet abandon, je trouve ça assez poignant, assez réaliste. Alors, oublier son enfant, moi, ça, pour le coup, moi, ça, j'ai jamais compris. Perso, j'ai des gamines, tu vois, qui ont une 14, l'autre 11. Quand j'entends des gens qui l'oublient dans la bagnole en plein cagnard, moi, ça, c'est... Enfin, à aucun moment, ça me pourrait venir. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, elle, je trouve que Tanyon arrive vraiment à le rendre crédible. Suffocant, même, je dirais. Ah, complètement. C'est moi, en fait, je sais que j'aurais du mal à relire. Enfin, non, je connais la fin, donc heureusement si. Mais j'aurais du mal à le relire parce que je l'ai lu en mensuel, du coup. Et à chaque fois, à chaque numéro, j'étais en mode, mais du coup, le gamin, il est peut-être mort. Il est où? Il fait quoi? Moi, ça m'angoissait vraiment. Ça me fait plus peur, en fait, que le reste de la... Surtout que dans le premier numéro, t'as cette page splash page où tu le vois en train de hurler, enfin, elle imagine en train de hurler, et tu dis, ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce mais truc. Tu vois des cases où elle imagine ce qui lui arrive, où en fait, la lumière devient de plus en plus rouge, et il pleure il a une tête vraiment déformée à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est... Après, j'imagine que ça parle plus aux gens qui sont parents ou qui ont projet de devenir que... Et moi, j'ai des chats. Oui, ou des gens qui ont des chats. Des fois, je suis chez moi. D'ailleurs, tu les appelles tes enfants. Bah oui. Oui, bien évidemment. Absolument. Au secours. Tout à fait pareil. Et sans rentrer dans les détails de ma vie, tu vois, je trouve que ça m'a permis de vachement de projeter, et peut-être pas forcément par rapport aux enfants, mais par rapport à ma maman, parce que ça part de la difficulté d'être mère célibataire et des conséquences de l'absence d'amour qui peut heurter de génération en génération. Moi, ça, je l'ai vachement ressenti. Voilà, ma maman a vécu la même chose et j'ai souffert à de multiples moments de ces traumas-là. Et je trouve que Tanyon le dépeint avec une intelligence et une justesse folle. Voilà. Et ça, c'est ce point qui est peut-être pas le point central du bouquin, m'a vachement touché. Et puis après, rapidement, et ça vous en parlerez, et bien mieux que moi, mes côtés graphiques. Voilà, Christian Ward, que j'avais adoré sur Aquaman Andromeda, ou Batman City of Madness, seulement sur la partie graphique, parce que moi je trouve que le scénario est éclaté au sol. Fait un travail admirable, voilà, riche en couleurs, il retranscrit une atmosphère inquiétante avec vraiment force. Et si j'ai envie d'être un peu chiant, j'aurais aimé que Tradd Moore dessine ce bouquin. Parce que ça aurait été encore plus fou, quoi. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah ouais, je suis pas, ouais. Mais ouais. Moi, je trouvais que c'était sympa, mais sans plus, en fait. Grand amateur de James Tanyon, et particulièrement dans ses récits d'horreur, en fait.
En fait, c'est le récit par lequel tu commences si t'as pas déjà lu tous les autres de Tanyon, et notamment des récits qui sont toujours inédits en France. Je pense à Mémétique, à Eugenic, en fait, où déjà t'avais quand même, enfin, des concepts d'horreur qui étaient super forts et qui hésitaient pas à aller vraiment très loin dans l'horreur littérale. Et en plus, on va parler d'une autre série après qui, je trouve, est encore plus réussie d'un point de vue horrifique. Donc, j'étais peut-être même un peu sur ma faim, parce qu'une fois que tu comprends vite le principe, t'as pas cette sensation de frayeur en fait qui peut t'habiter même avec des histoires de maisons hantées, quoi, parce que tu te retrouves quand même, enfin, avec ces deux héroïnes qui se trouvent bloquées dans une maison avec ces saloperies de fantômes dégueulasses qui ont quand même des velléités à vouloir faire du mal, hein. C'est pas, ils sont pas complètement inoffensifs non plus, mais il y a un twist qui est réussi quand même. Je trouve que le twist en question, le twist est réussi. Tu l'as pas vu venir? Non, je pense je sais plus à quoi je sentais un moment qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas forcément cette manifestation là, mais je pensais à un moment qu'il y aurait quelque chose effectivement, mais non, je l'avais pas forcément vu venir. Je me suis laissé quand même embarquer, c'est-à-dire que mais ça montre que même quand il fait ses projets les moins bons, James Tynion en indépendant, tu mets dans les projets les moins bons. Je t'avoue, là, je les ai pas tous. Ça me paraît un peu dur quand même. Mais après, même, je pense que même les projets en indépendant, même les projets les moins bons de James Tynion Force sont des bons projets en tant que tels quand même. Un peu random des autres. Bah ouais, non, enfin, j'arrive pas forcément à dire quelque chose qui aurait été vraiment nul en créateur de son côté. Et encore, j'ai pas tout lu, tout lu, quoi. Donc, comment dire, donc ouais, c'est ça, c'est pas mon album préféré de lui, c'est pas mon histoire préférée de lui. Christian, moi j'adore son travail graphique, sur le côté ésotérique, sur l'ambiance et tout, les fantômes c'est très bien réussi, ses visages c'est toujours problématique aussi, maintenant on s'y fait, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens ont cet avis là, moi ça me choque pas plus, en tout cas sur celui-là ça m'a pas choqué. Non, mais ça dépend peut-être parce que c'est plus grand et que tu le vois plus, alors que sur Invincible Republic Kingdom c'était moins surtout le tome 3 en fait, parce qu'il rushait, ça se voyait qu'il avait rushé, mais en plus mais c'est dans un contexte de SF, donc tu pardonnes un peu plus peut-être, je sais pas, tu vois, alors que là on est très resserré, on est vraiment sur les personnages quand on s'intéresse vraiment à ça, c'est pas, il y a pas de lore forcément gigantesque, quoi, mais par contre avec le travail des couleurs qu'il fait, toutes les ambiances ça fonctionne du tonnerre, t'as des mises en page qui sont complètement folles, où ça se tord dans tous les sens, c'est vraiment quelque chose de très viscéral, en fait. Tu dis effectivement il y a que lui qui est capable de le faire, c'est pour ça que même s'il y a des cours, donc toi tu dis il y a des cours, c'est pour Tradmoor, tu vois, mais Tradmoor c'est trop psychédélique et après effectivement, est-ce que Tradmoor pourrait faire de l'horreur comme ça, tu vois? C'est psychédélique différent. En fait, non, mais Tradmoor, ça ferait tout de suite quelque chose de plus psychédélique, à mon avis, qui ne s'irait pas forcément à cette ambiance qu'on essaie de convoquer là. Parce que Tradmoor, il part de la ligne claire pour après la torsionner. Ça reste quand même des contours, ça reste de l'épaisseur, ça reste des tricheries avec les lignes de fuite. Ward, c'est plat, en fait. Quand tu regardes ce qu'il fait, c'est limite du flat design, en fait. Les arrière-plans sont complètement secondaires. C'est limite presque que des couleurs. Et toute son utilisation du volume, en fait, passe par les découpages. Et justement, c'est là que je pense que Tanyon Ford, tu vois, on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'ils ont fait avec Corona et Young. Tanyon Ford, à mon avis, il doit quand même donner des structures, parce que tu reconnais des trucs de lui, même sur World Tree. Les explications en gaufrier à 9 ou en gaufrier à 12, où en fait là le but c'est que le dialogue parle et pas que le dessin parle, et donc du coup t'as des dialogues très beaux, très finement écrits. Et dans World Tree il en abuse, tu vois, on pourra le dire après. Oui, tout à fait, mais parce que World Tree est plus ancré en fait paradoxalement dans le sol que Spectrograph, qui justement cherche à démontrer un truc par le dessin, qui pour moi ne peut passer que par justement le côté huis clos. C'est-à-dire que la façon, comme tu dis, où ils sont dans une bibliothèque, d'un coup la case devient ronde et les découpages font les rayonnages de la bibliothèque, ou alors d'un côté à un moment donné il te fait en fait que des cases en gaufrier, et d'un coup il t'en fusionne deux et il la fait mordre un peu sur la case du dessus pour juste un moment donné où l'un des personnages fait un bisou à un autre personnage, tu vois. Il y a vraiment un génie, moi je trouve, là-dedans, parce que ce mec de base, tu montres ses designs. Mais ça c'est Ward qui le fait lui-même, hein, je pense. Oui, il y a pas d'indication. Non, je parle précisément des scènes de dialogue qui servent, tu sais, à installer le traumatisme dont tu parlais par rapport à l'héroïne, tout le côté justement l'alternance de flashbacks qui vont servir à comprendre qui elle est et qui là sont très simples au niveau du design et lui de faire du découpage, et à l'inverse la promenade dans la maison qui elle justement est ultra bien foutue, tu sais, l'espèce de cage qui sert à enfermer les fantômes et qui devient une case elle-même. Après les autres modèles de cases vont répliquer ce modèle-là en le déclinant. Enfin c'est extraordinaire, l'utilisation des couleurs aussi qui est merveilleuse. L'absence justement de contours nets, en fait c'est ça qui manque dans ses visages, c'est que c'est pas un mec qui aime bien crayonner. C'est lui, il fait directement peinture numérique, et
Après, c'est la couleur, en fait, qui t'entraîne dans le truc. Parce qu'il a une façon d'utiliser des jeux de couleurs tellement surréalistes, tellement, pas fluo, tu vois, mais c'est rose qui pète, c'est bleu, contouré de noir avec des espèces d'étoiles dedans et tout. Et puis les designs dont tu parlais, l'espèce de fantôme où il y a juste un cerveau et tout. Enfin, il a quand même il a un cerveau, du coup, ce mec, pour la compréhension, en fait, de créer une atmosphère. Et moi, justement, l'atmosphère, c'est ce qui me plaît bien dans cet album. Limite plus que les personnages. J'aime bien l'héroïne, j'aime bien ce côté un peu mère courage, qui hésite pas même à envoyer un fantôme se faire foutre, tu vois, et tout. Ou même comment elle prend sous son aile Vesper. D'ailleurs, il y a une Vesper rouquine dans cet album, ce qui est pas pour nous déplaire. Qui est vraiment juste une nana paumée, un peu suicidaire et tout. Mais en fait, ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà un peu lu chez Tynion, parce qu'il aime bien justement créer des personnages très entiers, avec souvent des traumatismes ou souvent chez Tynion, les personnages ont perdu quelque chose, et c'est souvent un rapport à eux-mêmes après qu'ils doivent reconstruire en cours de route. Alors qu'à l'inverse, ceux qui savent très bien qui ils sont souvent les plus inquiétants, les plus énigmatiques, ou ceux qui sont justement l'adversité en fait. Là, par exemple, il y a une belle histoire d'amour qui se cache dans cet album, paradoxalement. Alors, histoire d'amour, du coup, gay, comme souvent chez Tynion. Tout le temps. Et c'est vrai que là, je trouve, je veux surtout pas que ce soit mal interprété, mais je trouve qu'on tombe un peu dans le cliché sur celui-là, sur Spectrographe. C'est-à-dire qu'il y a pas, en fait, les 3/4 des persos sont homosexuels. Et je me dis, alors lui, Bane, forcément, je sais pas, tu vois, tu peux couper, Arnaud, si c'est un truc qui est compliqué à évoquer. Non, je vais donner ton hâte et les gens pourront t'insulter sur les réseaux tu vois, sociaux. Forcément, lui étant homosexuel, forcément, il baigne avec des homos majoritairement. Il suffit de le suivre sur Instagram, tu vois, tous ses potes sont homos et tout. Ça te choque? Bah non, tu vas te le pète, tu viens du Nord, t'es un nazi, pas mes phrases à ma place. Mais je suis du Nord, donc forcément, je peux pas aimer les homos. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ah bah oui. Donc du coup, Corentin avait raison. Évidemment. C'était pas sixième sens. Toujours, et en fait, tu vois, le fait qu'il côtoie effectivement que les homosexuels, son univers, lui, est certainement plus... en tout cas, ses amis sont peut-être plus majoritairement homo. Et je trouve que dans ses bouquins... Je sais pas si c'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment pour lui, entre guillemets, une habitude, tu vois. C'est une habitude d'écriture, c'est une volonté aussi depuis ses débuts, en fait, quand tu regardes toute sa bibliographie. Et puis, c'est pour un comics, effectivement, comme, pour plusieurs comics comme ceux de James Tynion qui sortent, où il y aura effectivement des personnages queer ou LGBT dedans. Bah, tout le reste de la production sera beaucoup plus hétéronormé. Donc, en fait, tout à l'heure, en micro, on parlait de David Lynch, tu vois. David Lynch, c'est pareil, il a une façon de comprendre les rapports hommes-femmes qui est pas lié à sa vie sexuelle à lui, parce qu'il a jamais eu de nana qui avait 20 ans de moins que lui ou quoi, tu vois. Dans Twin Peaks, par exemple, t'as cette espèce d'envie qu'il avait de mettre Cooper et Audrey en avant. Et c'est souvent dans ses œuvres, tu vois, la nana qui va être très filiforme, très sexy, le héros qui à l'inverse plus à la Elvis ancienne. Moi, je pense que c'est juste une projection de sa psyché, en fait. Mais voilà. Du coup, on se rejoint. Mais tu vois, pour moi, c'est pas lié à son côté, je suis entouré de gens comme moi, donc il faut que ça s'imprime. À mon avis, lui, c'est juste un travail de mise en avant de ce qu'il comprend. Mais c'est relativement équilibré dans les autres. Tu vois, dans Something is Killing the Children, le premier gamin qui meurt au tout début, tu sais que c'est lui, quoi. Enfin, il y a pas de débat. Oui, c'est Tynion fort. Ça se voit, les lunettes, machin. Walter dans Nice House, bah c'est lui également. Ouais. Et en fait, dans The Deviant, il est aussi. Mais bien sûr. Donc il y a toujours un personnage homo, et souvent il met beaucoup de lui, Tynion, toujours. Mais là, je trouve que dans Spectrographe, en fait, tu dis, bah tiens, c'est marrant, aucun n'est hétéro, c'est hyper étonnant, à part Vesper, je crois. Vesper, oui, bah après, mais après, c'est pas le socle de l'histoire, c'est pas. Non, mais on s'en fout, en vrai. Mais cette fois-ci, ça m'a interrogé, tiens, c'est marrant. Tu t'es dit que c'était du militantisme. Non, pas du tout. Et, de la propagande. Au contraire, je serais le premier à non, mais moi, je sais pas, parce que, c'est marrant, c'est une croix gammée, là, sur ton poignet, j'avais pas vu. Non, sur le torse. Tu parlais de ta mère, et moi, apparemment, bah, c'est pas un secret, moi, j'ai été élevé par un père bisexuel, tu vois. Je reconnais qui avait justement, d'ailleurs, pendant un temps, été, l'amant. Enfin, le copain d'un mec qui était plus âgé et plus fortuné que lui. Moi, je trouve des trucs qui sont extrêmement pertinents dans la relation, justement, du vieux milliardaire avec, mais pour ça, il est très, très fort. Avec son toy boy, entre guillemets, tu vois. Parce que vraiment, même, tu vois, tu te dis, c'est tellement fluide que ça pourrait être, basé sur des personnages réels. Ça ne me choquerait pas, tu vois. C'est le cœur de ce que j'ai envie d'exprimer. Effectivement, tu l'as avec ce toy boy, comme tu le dis. Moi, ma mère était, alors, pour le coup, également bisexuelle. Et d'ailleurs, ma marraine était son amante pendant un temps. Enfin, c'est une histoire un peu très, très compliquée. Je vais pas tout raconter ici. Mais du coup, tu retrouves effectivement, je suis très sensible à tout ce qu'il raconte Tynion Ford parce que je m'y retrouve énormément. Et parce que je trouve qu'il le fait toujours avec justesse. Et là, encore une fois, le combat de la mère courage, effectivement, donc toi, tu l'as ressenti avec, le personnage principal homosexuel et puis avec son toy boy comme tu le dis, ouais, j'ai pas d'autres termes en français, son ex, son mari, son partenaire de vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il essaye de retrouver finalement, le centre de l'amour. C'est pour ça que le côté oui, effectivement, il revisite le contexte de la maison hantée, c'est le principe,
Mais au final, on s'en fout finalement de la maison. Je suis La assez maison d'accord. est un personnage principal, Ouais, ouais. bien évidemment, mais c'est pas comme c'est quoi ce film d'horreur des années 50 là où le mec il filme des poignées de porte et ça fait flipper au possible. Faut que je retrouve Ah là, le j'ai nom. pas pouvoir de l'horreur des années 50, j'avoue, je connais pas trop. Je suis sûr que t'as vu le film. Il est incroyable. Putain, ça me reviendra On après. fera Je un le dirai. appendice dans le descriptif du podcast. Ouais. Et je trouve que finalement la maison, oui, est un personnage principal, mais c'est pas le cœur du récit. Moi, le cœur du récit, encore une fois, c'est l'humain. Ouais. Et c'est ce que fait le mieux Tynion Four. Et il le fait encore une fois avec beaucoup de justesse. Bah, c'est aussi sur ouais, pardon. Non, pardon, excuse-moi. Mais finalement, le côté horrifique permet d'habiller le tout. Mais comme souvent, parce que Mais- l'horreur, Mais n'est pas. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas être une déception Mais- parce que c'est pas le cœur du récit. bah oui et non, parce qu'en fait, parce que l'horreur a toujours, principalement, est quand même utilisée pour porter un message de façon générale. Donc tu peux effectivement lui excuser, mais le truc c'est que t'es quand même dans un registre particulier qui est le récit de la maison hantée, donc tu t'attends quand même aussi à ce que soit que certains codes soient respectés ou détournés, mais aussi qu'une certaine ambiance soit convoquée. Donc si l'ambiance de la maison hantée ne réussit pas forcément à te prendre, je pense que si tu peux quand même aussi te dire mais attends, je suis d'accord que c'est un propos qui parle d'autre chose et que c'est pas les fantômes qui sont le plus intéressants. Néanmoins, tu nous as quand même vendu un récit qui utilise certains thématiques ou certains codes, donc on s'attend quand même à ce que tu réussisses ces éléments. Mais je dis pas que c'est pas un réussi, mais c'est vrai que la question au final, c'est même, enfin, on n'a pas trop parlé de Vesper, mais son but aussi, il est super intéressant de se dire Bien en sûr. fait comment trouver sa place. C'est vraiment l'archétype des gens, les plus jeunes dans le bouquin, mais des gens même comme nous de notre âge. Donc je t'élimine, PA, parce que toi t'as trouvé ta place. T'es pas, voilà. Ah, mais on laisse tomber, moi, je suis- Mais voilà, Grabataire. qui cherchons c'est une façon d'exister en fait en tant que tel. Elle n'y arrive pas, donc elle se dit mais par contre alors comment est-ce que je fais pour quand même pour pouvoir rester en tant que tel, tu vois, pour pouvoir laisser un souvenir. Donc c'est vrai que t'as plein d'autres thématiques en fait qui interviennent et qui placent effectivement. De toute façon, les 3/4 du temps, tu t'intéresses que au duo d'héroïnes en fait, tu vois. Mais c'est ça, mais je pense que c'est là que PA a raison, c'est plus moi la partie en fait, j'étais un peu déçu au premier numéro parce que je me suis dit en fait ça va juste être ça parce que l'annonce du projet c'était ce sera un peu un Charlie à la chocolaterie, il y a un mec bizarre qui a fait des trucs dans sa maison pendant des années, d'un coup elle est ouverte au public, qu'est-ce qu'on va y trouver? Et au final quand on a juste la révélation que c'est quelqu'un qui peut enregistrer comme sur une VHS l'âme humaine entre guillemets et pour perfectionner un système de vie après la mort. Et pareil, t'as cette scène qui désamorce en fait le côté maison hantée quand t'as un fantôme qui arrive sur elle, l'héroïne lui gueule dessus. elle dit casse-toi. Et ça en fait, ça nourrit la force. Elle le dit comment en anglais d'ailleurs? Fuck off, je crois, Fuck un truc off, comme tout ça, simplement. tout bonnement, ouais. Et elle lui dit, voilà, donc à ce moment-là, tu te dis, mais du coup, ils sont pas si dangereux que ça, en fait. Et du coup, moi, ça me casse mon côté. À la fin, fouille. sans spoiler, il y a un peu de. Oui, mais c'est à la Enfin, toute fin. c'est à la toute tu vois, fin. c'est à la toute fin. En fait, Ouais, c'est à la puis toute fin. Tu c'est- comprends seulement le danger quand, entre guillemets, le récit se Ouais. referme, tu vois. Mais c'est parce que tu l'as lu en issues, tu vois. Donc c'est vrai que moi, je l'ai lu d'une traite et du coup, j'ai peut-être Ouais. pas ce même sentiment. Mais pour moi, c'est pas un reproche. C'est effectivement si tu aimes la façon dont Tynion construit les personnages et la façon dont il met, comme tu dis, de lui-même dans son récit. Là, t'as quand même des personnages qui sont très entiers, très riches, avec peu de place pourtant, tu vois, où tu comprends très bien les problématiques. Moi, en fait, je te dis, le sentiment de me dire la nana se trouve son bébé il est mort, c'est ça qui m'a fait le plus peur. Et vraiment, j'étais en Complètement. haleine pendant les 3 mois où ça a été publié, avant la révélation. Oui, parce qu'en plus, toi, t'as encore plus d'attente. Moi, je l'ai Ah oui, oui. de page en page. Donc, globalement, sur 1h30, ça Bien va, sûr. j'arrive à le maîtriser. Mais c'est vrai que. Oui, oui. Et puis alors là, tu te dis vraiment, ça va être ça, en fait, le twist à la fin que. Ah bah, je Bon, m'attendais à c'est- un twist là-dessus. Alors, on peut pas en parler pour pas spoiler parce que c'est pour le coup, il y a une vraie révélation. Il y à la fin. a un twist à la fin, ouais. Et, pardon, j'étais à côté du micro. Mais oui, j'ai plus ce que je voulais dire du coup. C'est Je pas vais grave. finir. Bah, vas-y. Moi, après, voilà, dans les micro-reproches, je pense quand même qu'il y a un petit défaut dans le format distillerie. Un défaut qui était déjà apparent à l'époque des séries du DC Black Label en 3 numéros étendus, qu'on en avait parlé, Arnaud, quand on avait fait le back issue sur Andromeda. C'est que Ramvé, pareil, il avait eu du mal, je trouve, à trouver sa cadence. avec Ouais, juste sa 3 conclusion. mois. Ouais. Parce qu'encore une fois, voilà, moi je lis en single et donc le single c'est le format qu'a tenu l'industrie des comics, qui est encore aujourd'hui. Les scénaristes qui viennent de ce format-là, en général, ils savent comment manœuvrer leur rythme et quand ils doivent basculer vers un autre truc, il y a toujours un petit travail d'apprentissage, ce qui fait que là, effectivement, comme tu dis, 1h30, ça passe quand même assez vite. Du coup, je l'ai relu, moi, pour ce podcast. Ça passe quand même assez vite et je me dis qu'il aurait peut-être été plus confortable avec peut-être, je vais pas dire ça à chaque album, évidemment, hein, parce que c'est un peu un gimmick à force. Un petit numéro en plus, tu vois, peut-être pour avoir plus de place pour Vesper, par exemple, qui est quand même un peu très intéressante. Elle est bâclée, tu trouves? Je dis pas qu'elle est bâclée parce que je pense que ce qu'il veut dire justement sur le côté elle a toujours été un stéréotype et que les autres mettaient à part et en fait personne s'intéresse vraiment à elle donc elle va chercher dans les mauvais endroits.
Parce qu'en plus, Tanyon sait très bien écrire les ados et les post-ados en général. Mais là, je sais pas, peut-être que il m'aurait manqué un élément plus humain, je sais pas, par rapport à ses parents ou un ex qui lui aurait fait du mal, tu vois, parce que tu sais, à un moment donné, elle écrit à quelqu'un pour lui dire, j'ai fait ma soirée un peu de pot de départ de la vie, et on sait pas trop à qui elle écrit, on sait que la personne commence à lui répondre, mais n'a pas le temps de terminer son message. Et tu vois, ça, c'est les petits éléments où je me dis, tu peux encore plus nourrir, en fait, la force humaine, de ce récit-là. Néanmoins, après, si tu le prends comme petite cour de récré pour lui, où il veut se faire une petite maison hantée avec des petites thématiques qui lui parlent, franchement, moi, à la fin, je te dis, tout le dialogue où le milliardaire, il dit à son mec, tu finiras par revenir, tu verras, parce qu'en fait, il y a que toi et moi. Il y a rien dehors. Tu crois que tu vas vivre une vie, etc., mais t'as besoin de moi pour compléter qui t'es, tu vois. Et la conclusion qu'il donne à ça, je la trouve vraiment super belle. Enfin, alors que entre guillemets, c'est les méchants, tu vois. Ouais, et puis c'est complètement toxique en plus pour le coup. Oui, bien sûr. Il a vraiment ce sentiment où il s'est senti enfermé. Il a quitté la maison, puis finalement, malgré tout, il revient, quoi. Oui, voilà. Et ça, justement, c'est un truc que je trouve très beau, c'est que Tynion, il ose assumer, entre guillemets, la beauté dans les pires endroits. Tu vois, il va dire, mais ça, quelque part, peut-être que c'est quand même de l'amour, du vrai, tu vois. Bah oui. Même si c'est problématique, même si c'est des enfoirés et tout, ça reste quand même des gens qui s'aiment et qui ont passé toute leur vie ensemble. Et tu sais, il y a un truc un peu inexplicable avec ça que je trouve très beau. Et après, moi, la partie fantôme, je la trouve un peu ratée sur le côté effroi, mais sur le côté design, ouais, non, c'est mortel. je me suis régalé. Mais après, Christian Ward, après, je suis pas d'accord, je suis désolé, mais son Batman, il est merveilleux, scénario et dessin. Et son double face aussi avec, la fin est cata, je trouve. C'est un faux mélange de Stranger Things avec je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Ça sera un débat pour une autre fois. De mauvais goût. Nazi, et par-dessus tout, vraiment, on a les guests qu'on mérite. Je rajoute, si tu me le permets, du coup, en tant que bon nazi, non, mais le film, je m'en souviens maintenant, c'est la Maison du Diable. Ah oui, la Maison du Diable. The Haunting de Robert Wise. Et franchement, là, pour le coup, la maison est le personnage principal. Voilà, Robert Wise, pourtant, alors c'est pas un film des années 50, hein, c'est 63, mais il filme des poignées de porte et c'est angoissant, quoi. Et finalement, là, oui, c'est le cœur central cœur central, c'est moche ce que je dis, mais c'est vraiment le point principal du récit. Là, ça l'est. Je trouve que la maison est plutôt un élément de décor que vraiment le cœur de l'histoire. T'avais lu The Closet de Daniel Faure aussi ? Oui, j'ai lu The Closet. C'est hyper bien. Mieux réussi au niveau de l'utilisation de l'espace de la maison et tout. Tu vois, beaucoup plus court, hein. The Closet m'a bien angoissé aussi. Mais plus effrayant quelque part. C'était qui au dessin ? C'était Blanco, je crois. C'était Blanco déjà, ouais. Oui, The Closet, c'est très très bien. Allez, justement, on enchaîne quand même, et puisque je mentionnais le nom de Blanco, ça nous permet de continuer avec toujours James Tynion Ford. Donc, James, s'il te plaît, envoie les billets aussi. Pour vous parler de World Tree, donc une série. Nouvelle interview, hein. Une série, il passe en France là prochainement. Donc, à voir. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc World Tree, une série en 2 tomes pour le moment, en VF. Le 3e arc est en cours de publication du côté de Image Comics avec Fernando Blanco au dessin. De quoi ça parle, Corentin? Oui, d'accord. Vas-y. Alors, World Tree, ça décrit, en fait, c'est une structure de récit qui reprend le principe du SAD de Stephen King. Complètement. Ou de 20th Century Boys de Urasawa, qui était déjà basé sur le SAD de Stephen King. C'est-à-dire que c'est sur 2 périodes temporelles, et puis ensuite, plus tard, peut-être une 3e. En 98, je crois, 98-99, les adolescents qui étaient tous fils d'informaticiens et qui apprenaient le code sur leur temps libre et qui étaient une petite bande de potes, découvrent en fait que, au-delà d'Internet, en passant par des chemins un peu compliqués de sites plus ou moins illégaux, plus ou moins pas terminés, plus ou moins avec des images très violentes dessus, on arrivait à une zone qui s'appelle le Undernet, donc qui est un Internet sous Internet, et qui en fait n'aurait pas été conçu par des humains. On ne sait pas exactement pourquoi, mais notre Internet permet de communiquer avec un autre Internet qui est peut-être d'origine, on sait pas, alien, démoniaque, etc. Et dessus, en fait, quand les humains s'y rendent, déjà ils perçoivent une présence maléfique, malsaine, qui peut prendre le contrôle de leur esprit et les pousser à commettre des actes affreux, terrifiants, voire à les mettre en relation avec une puissance supérieure. Et qui se propage. Exactement. Et alors du coup, ils vont trouver une façon quand même de faire des allers-retours sans perdre leur santé mentale. Comprenant le danger, ils vont s'associer pour refermer en fait la porte qui mène à l'Undernet. Et puis 20 ans plus tard, cette porte est à nouveau ouverte lorsque un jeune adolescent commet un massacre de masse assez énervé au couteau en tuant 60 personnes. Tout en streamant, puisque bien entendu, 20 ans plus tard, les écrans se sont multipliés, ils sont partout sur nos smartphones. Pour le coup, ils sont partout dans les campagnes et sur les réseaux. Et dans le Nord surtout. Et dans le Nord particulièrement. Et donc, ce qui amène justement, ces ados devenus désormais adultes à se regrouper, à se retrouver pour dire, en fait, on a un problème. Quelqu'un a ouvert la porte de l'Internet. Il va falloir lutter contre ça. Et ils ont répertorié tout l'Internet dans un forum qui s'appelle le World Tree, voilà. Qui est un peu le manuel d'utilisation de l'enfer virtuel. C'est ça. Et donc, il faut retrouver. Mais après, c'est une série
série qui est assez dense parce que le nombre de personnages qui intervient devient de plus en plus important, puisqu'au-delà de ces 5 personnages principaux, on va suivre aussi des enquêtes d'agents fédéraux qui vont commencer à se mêler de ça. On a une croque-mitaine absolument formidable qui intervient là-dedans, dont on va découvrir aussi au fur et à mesure les liens avec les personnages. Ça, on peut pas spoiler ce point-là, même s'il arrive assez vite. Hein, ouais, il arrive, mais voilà, c'est ça. Faut pas du tout le dire. En fait, on va juste dire que. PH34R, c'est quoi ça son nom? Ouais, Fear, du coup. C'est Fear, du coup. Oh là là. Ah, tu l'avais pas? Bah, je l'avais pas. Non, je l'avais Ah ouais? pas. Ah oui, c'est juste non, mais comme il utilise les chiffres en lettres, j'avais pas fait gaffe à Fear. Ok. Voilà, bah non, c'est son T'as jamais joué à la série de jeux vidéo Fear où il y avait le 3 qui était en. Non, j'avais pas fait. Autant World Tree, je l'avais, mais Fear, non, je l'avais pas. Puis surtout que Fear, c'est FER, donc c'est vrai que j'ai pas du tout. Je l'ai pas capté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. 45 ans, quoi, qu'est-ce que tu veux. T'as pas à Je suis t'excuser. né avant Internet, moi, les gars. Personne ne t'en veut. Non, bah, super, excellente série, en fait, qui est hyper haletante, parce qu'il y a plein de sous-intrigues, il y a plein de personnages qui apparaissent, il y a des liens. Il a une façon de manier sa narration sur les temporalités qui est complètement folle, quoi. En fait, c'est prenant à distiller ses indices, à mener, et à même à faire évoluer son intrigue, puisque bon, ben, spoiler alert, certains personnages vont y laisser leur vie à un moment ou à un autre. D'autres vont apparaître. Et d'autres vont apparaître aussi. Donc c'est justement la comparaison avec 20th, elle est géniale parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment. C'est son 20th Century Boys. En tout cas, ça faudra voir jusqu'où ça dure, mais de ce que j'ai vu des résumés des numéros du 3e arc, je pense pas que ça se termine avec le 3e arc. Donc je pense qu'il a vraiment prévu une intrigue sur le temps assez long, mine de rien, et qui reprend une idée qui est, parce que c'est vraiment un croisement entre le récit de Stephen King et après, moi j'ai vu un film qui était sorti en 2007 qui s'appelle The Signal, c'est exactement la même chose. À l'époque, c'était en 2007, c'est un film, en fait c'est 3 segments différents, mais sur la même idée, c'est que en fait, par les écrans se propage une sorte de, mais là c'est un signal plutôt audio, mais qui se propage aussi par les écrans, et les gens qui l'entendent deviennent complètement fous et se mettent à buter des gens. C'est un truc à assez petit budget, mais très sanglant et qui était assez redoutable à l'époque. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, les meurtres sur les premières cases sont assez marquants, quoi. Mais l'ensemble, c'est graphique, hein. Ça fait bien peur, c'est vraiment graphique. C'est bien paranoïaque, en fait. Ouais, c'est effrayant, mais parce que t'as aussi cette idée, ouais, de enfin, on est tous fascinés par le dark web, les red rooms, ce genre de choses-là, l'interdit du web, et donc ça fasciné ou apeuré. Ça vraiment, ça vient titiller une autre part de cet inconnu du numérique, dont on sait qu'elle existe, mais que personne n'ose aller explorer, en fait. Et là, ça te prend vraiment dans ce côté genre, mais si le dark web c'était juste la pointe immergée de l'iceberg, et si en dessous t'as un internet qui serait encore pire. Donc c'est hyper moderne, c'est ancré dans l'actualité aussi, puisque ça parle de réseaux sociaux, ça parle de la tech, avec les femmes, de tout ce que ça a comme impact dans nos vies. Non, vraiment, pour moi c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. En fait, vraiment et Fernando Blanco que j'aime beaucoup sur World Tree particulièrement. Je le lis depuis pas mal de temps, et j'ai toujours trouvé que c'était un artiste qui était bon, tu vois, mais qui avait jamais eu de moments de fulgurance, en fait, pour vraiment s'élever, notamment sur les super-héros, que c'était peut-être un artiste qui serait condamné à être no offense pour personne, tu vois, mais pour moi, genre Rafa Sandoval, tu vois, il est super efficace, il fait plein de trucs, c'est plutôt agréable à l'œil, mais il a jamais eu de titre pour briller lui-même en tant que tel, je trouve. Il était pas là au Paris Fan Fest il y a 2 ans? Si, Blanco. Bon, il vient. Ah, Blanco, oui, Blanco, il était là. Hein. Et là, vraiment, pour moi, avec World Tree, il se révèle, en fait. Je l'avais jamais vu comme ça. Je le trouve ultra efficace avec les découpages. J'imagine que le script de Tynion y joue, mais vraiment, dans sa mise en scène. Alors, je sais pas qui c'est qui met en couleur, c'est Georgie Beller, mais forcément, elle est trop forte, quoi. Et je me faisais la même réflexion après avoir lu le numéro 1 de The City Beneath Our Feet, où je trouve que Elsa Chartier est formidable aussi. Mais en fait, James Tynion, c'est juste un artiste qui convoque le meilleur de exactement son rôle de Batman, voilà, en indé ouais, en indé il est il sublime les artistes avec lesquels il travaille. C'était ça la formulation que j'avais en tête, parce que vraiment il est vraiment vraiment trop fort, quoi. Donc voilà, World Tree, incroyable. Tu veux nous lire tes notes? Non, pas forcément, mais j'ai parce que globalement tout ce que vous l'avez dit, je l'avais vu aussi. Le seul truc, c'est que j'ai un peu peur à l'image de Nice House. Et c'est pour ça que Spectrograph me plaît bien, parce qu'il y a une vraie fin. Là, j'ai peur qu'il nous fasse un twist à la con et qu'on soit sur une fin à demi-molle. C'est pour ça que moi, la comparaison au 20th Century Boys, c'est une de mes œuvres préférées. Donc, c'est pas lui qui l'a convoqué. Ouais, mais c'est pour ça que. Il va falloir assurer si tu veux être à ce niveau-là. Par contre, je pense qu'il l'a lu. Enfin, il y a quand même des ressemblances dans le deuxième arc, quand tu vois que, spoiler, quand tu vois que le rôle évolutif qu'on donne à Winter, en fait, par rapport à ce qu'il était censé être au début,
cette espèce d'interpolation entre, mais du coup, qui est le gentil, qui est le méchant, et est-ce qu'il y a un gentil, est-ce qu'il y a un méchant, etc. Même le côté j'ai 40 coups d'avance et j'ai tout prévu, ce qui n'était pas dans le SAD de Stephen King. Le côté il y a un personnage qui a tout prévu et qui va mettre en place des pièces. C'est vrai que Winter fait un peu ami mais à visage découvert. C'est ça, voilà. Quoi. En fait, tout ça, c'était un plan depuis le début, soit pour sauver le monde, soit pour le détruire. C'est quand même très très Urasawa dans mon canon personnel. Mais ça, pour ça, je trouve qu'on a c'est quelque chose qui est assez classique, parce que finalement, une bande d'anciens potes qui doit reprendre du service pour affronter le méchant, on l'a vu un nombre incalculable de fois. C'est pour ça que tu dis ça, c'est le meilleur exemple, quoi. Donc oui, il arrive à le sublimer. Je trouve qu'il abuse un peu. Alors je sais pas effectivement comment ils sont répartis la tâche, mais du côté gaufrier, je trouve que là tu l'as quand même assez souvent. Et c'est pour ça que le format m'embête un peu. J'aurais aimé celui-là en grand format. Je pense que j'aurais été vraiment dithyrambique. C'est bizarre quand même. Hein. Ah c'est le côté très. Ils font la réédition en intégrale grand format urbain. Bah je sais pas, parce que ça dépend en fait. Je pense que c'est pas une série qui serait forte. Vu que c'est thématique, vu ce côté très pop aussi quand même mine de rien très moderne. Je suis pas sûr que le grand format là-bas c'est surtout pour que ça parle aux lecteurs de franco-belge, quoi, tu vois. Et je suis pas sûr que ce soit un truc qui parlerait forcément comme The Department of Truth en fait. C'est pertinent de l'avoir. Pour moi, mon œuvre préférée de Tynion Form. Moi, je trouve que les deux sont très supérieurs à The Nice House en plus. Non, mais clairement, par contre, World Tree et Department of Truth, c'est ces bijoux qui sont clairement sous-regardés, en tout cas, je trouve que par le lectorat en France. C'est beaucoup plus facile dans ce qu'il reprend comme structure. Oui, mais parce que c'est une bonne série Netflix, en fait, The Nice House, en gros, tu vois. Une bonne série Prime Video. Non, une bonne série Vidéo. Allez. Par contre, ça, c'est HBO, ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est HBO. Department aussi, c'est HBO. Department, c'est ultra HBO, bien sûr. Et tu vois, je trouve que Delcourt a été assez malin. Parce qu'en fait, World Tree, le premier tome, c'est le premier truc qui sort de Tynion Form en France après Nice House. Aucun rapport, à aucun moment on te dit c'est le même auteur que Nice House, alors que mec, je sais pas, si t'as envie de vendre des bouquins, profites-en, quoi. Par contre, Delcourt le fait avec Spectrographe. Ouais, après il y avait peut-être pas eu le temps de réaction pour imprimer les stickers et tout ça, quoi. Et je sais pas s'ils ont. Ça m'étonne. J'ai pas la raison, hein, donc mais ça m'étonne. Non, mais alors je crois pas qu'ils aient fait de PAV particulière. Bah je sais pas après peut-être parce qu'ils pensent que par théorie naturelle du ruissellement. Ouais, mais ça on sait que ça marche pas. Oui, on sait que ça marche pas non plus, mais bon. Bah ça dépend là. Tu vois, ils font une tournée dédicace. Et il y a Blanco qui va être là pour une des dates. Tu vois, tu peux imaginer, tu fais une sorte de. Après, tu peux faire un corner. Tu fais une délégation. Oui, mais après tu ramènes tous les grands artistes, ce qui publie quasiment tout Urban en fait, à part Spectrographe. Oui, à part ses anciens aussi, quoi. Eugenic, même et tout ça, même éthique, ils n'ont pas publié encore, quoi. D'ailleurs, t'as cité Les Chambres Rouges. Je voulais en parler parce que c'est le film qui m'a le plus marqué l'année dernière. Ah, il était. Après, je parlais du phénomène des Red Rooms en général, mais c'est vrai que Les Chambres Rouges étaient. Tu fais Dark Web, l'Undernet, Les Chambres Rouges, et celui-là m'a complètement retourné le cerveau. C'est certainement le film que j'ai préféré l'année dernière. Faut s'accrocher pour le voir. Pour le coup, c'est assez dur. Mais il aurait pu être pire parce que justement il a quand même une certaine économie dans ce qu'il montre au final parce dans que les c'est scènes. Suggéré, quoi. Voilà, mais c'est vrai que la suggestion marche du tonnerre. Et l'actrice, j'ai plus son nom, mais elle est incroyable, quoi. Incroyable. Enfin, elle joue. Tu l'as vu, Corentin? Non, vraiment. C'est le cinéma d'horreur moderne. Non, mais c'est juste. C'est un film de procès finalement. C'est un film de procès sur les chambres, sur les Red Rooms. Mais qui s'intéresse à un mec qui prend part et en fait elle enquête de son propre côté. Elle va se retrouver et en fait pour essayer de faire reconnaître coupable le type, elle va elle-même s'insérer dans le réseau Dark Web, Red Rooms et donc aussi regarder des trucs quoi abominables et c'est le film est les Red Rooms film canadien de Pascal Plante hein, les Red Rooms c'est le machin à l'hostel, c'est ça, c'est le truc où tu regardes des gens se faire des c'est du snuff, c'est le snuff. Bah c'est le principe du Red Room d'être Pisco aussi quoi. Je pense que je ne suis pas fait pour. Non mais tu vois rien. En fait tu vois rien. Par contre tu vois les gens regarder les vidéos. Et c'est là où et tu vois les ombres un peu et t'entends les cris aussi donc avec les bruitages aussi donc tu devines un peu quand ce qui se passe donc c'est quand même c'est quand même c'est particulier quoi. Et donc voilà un mot de plus sur World Tree. Ah bah j'ai rien dit moi encore. Eh bah vas-y. C'est pour ça que je te donne la parole. Non mais moi on en avait parlé je crois quand on avait fait le titre qui était chez Comics Initiative de Kaplan et John Person. Arnaud il faut que tu m'aides là. Yes. C'est lui où ils font une appli pour hypnotiser les gens. Ouais, Mindset, Oui, merci. j'ai pensé à Mindset aussi. Moi, c'est une version parce qu'on dit techno-thriller, etc. Bon, généralement, c'est pour parler de piratage et compagnie. Ça, moi, c'est ce que j'adore, en fait. C'est quand j'étais gamin, je me souviens très bien qu'il y avait toutes ces espèces de fictions un peu paranoïaques par rapport au bug de l'an 2000. Est-ce que Internet n'a pas le rendre fou, etc., etc. Là, tu vois, récemment, pareil, il y a Spectators qui a été annoncé pour une réédition en album aux États-Unis. Il y a un peu le même délire sur le côté le tueur en série de Spectators qui arrive au début et qui zigouille l'héroïne. C'est un mec qui vient de la même culture, comme ils appellent ça aux États-Unis, de la meme culture, avec toute cette espèce d'angoisse en fait qu'effectivement, à force de traîner sur le web et effectivement d'aller creuser de plus en plus loin dans des communautés où tu déshumanises de plus en plus ton sujet, comme t'as 4chan, 8chan, et après tu rentres dans les trucs vraiment beaucoup plus crado.
Même, il en parle, tu vois, sur le côté, t'es sur Reddit, puis d'un coup, t'as un mec qui s'amuse à poster une image absolument dégueulasse, qu'on a tous croisé, tu vois, même sur Twitter, ça a pu arriver et tout. Mais t'avais ces trucs de quand on était gamin, en fait, parce que ça c'est vraiment ça, le truc, tu sais, pour les histoires en 99, où c'était, encore les débuts du web grand public, en fait, où effectivement, moi je me rappelle très bien que j'avais des potes qui m'emmenaient se regarder sur des, je sais pas, c'est des pages, juste des pages HTML où t'avais des vidéos d'exécution de gens, des trucs comme ça, des trucs vraiment dégoûtants. Les gars, je suis tombé sur Two Girls One Cup. Hein. J'ai pas demandé à voir ça. Ouais. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Hein. J'avais l'âge. Hein. J'ai toujours pas vu ce truc. Non, mais faut pas. Mais c'est vrai que c'est ouf. Moi, c'était après un repas à l'université dans une bagnole avec deux potes qui disaient, vas-y, on est tombé sur un truc, faut que tu regardes ça. Genre après avoir mangé, tu fais voir le truc, quoi. Mais c'était tellement grotesque que c'était marrant, mais ouais. Mais donc tu vois pareil, l'anxiété des message boards, de tout ce côté un peu, c'est l'effondre. C'est un truc qui revient aussi souvent chez Tynion, c'est le côté, ce truc-là ne devrait pas exister. C'est une phrase que tu retrouves dans beaucoup de ses comics, sur le côté, en fait, un jour l'être humain va réussir à créer une monstruosité telle qu'on pourra pas revenir en arrière, on aura créé une nouvelle boîte de Pandore et tout. Dans Spectrograph, tu as le Spectrograph. Dans World Tree, en fait, c'est l'Undernet. C'est Elon Musk, en fait, tout simplement. Mais il y a des trucs comme ça, tu vois. Ou même pareil, on t'explique que oui, il y a un monopole, en fait, de la tech, que la privacy, le fait de mais aidez-moi à privacy, l'intimité, le respect de sa données personnelles. La vie privée, c'est un mensonge qu'en fait t'es tout le temps exploité par ton téléphone, etc. Et tu vois en fait chez Tynion cette espèce d'anxiété de gens de ton âge, tu vois, qui justement ont connu un monde plus simple où en fait on n'était pas forcément obligé d'aller dans cette direction, on y a été pleine bourre et on a ouvert en grand cette porte-là. Et maintenant on se dit mais une fois qu'on a tout grand ouvert, on sait pas ce qui nous attend derrière, tu vois. Et lui il met des mots dessus alors qu'ils sont des mots très fictifs, très science-fiction, très tueurs en série. Mais c'est pas totalement anodin. Tu vois, je veux dire, on sait bien qu'il y a des tueurs de masse aux États-Unis qui, pareil, ont été radicalisés à travers les forums, à travers la culture du web. Comme tu vois dans The Batman où tu vois le Riddler qui est sur son espèce de message board, où il y a des gens qui sont justement des tueurs des conspirationnistes inspirés par Quanon, qui en fait se fabriquent une autre réalité, sont prêts à prendre les armes pour se battre contre un ennemi imaginaire. Tu te demandes s'il n'y a pas un truc dans notre rapport aux écrans qui effectivement est à interroger, parce que c'est effectivement les trucs qui arrivent quotidiennement. Alors après le dark web et compagnie, moi, j'avoue, je préfère ne pas me renseigner là-dessus, parce que ça me fait vraiment un peu flipper. Mais là, pour le coup, il y a une terreur que je trouve très matérielle, très tangible, de se dire, effectivement, peut-être qu'on aurait dû réfléchir en fait avant d'aller aussi loin. Et tout ce côté super intello par rapport à la science-fiction en général, tu vois, déjà, c'est assez ancré. Pareil, les personnages t'évoquent des trucs très concrets, très quotidiens. T'as ce côté crise de la quarantaine chez eux qui est super agréable. T'en as un qui, on t'explique grosso modo qu'ils ont dû zigouiller des mecs pour fermer l'Undernet la première fois. Donc, il y en a un qui est vraiment passé en mode full tueur à gage et tout. Et c'est une évolution qui pourrait te paraître bizarre dans un comics vu qu'il ne serait pas écrit par Tynion IV, mais là, ça participe de ce trauma un peu générationnel, tu vois, des millennials qui en fait un jour se réveillent et s'aperçoivent que ça y est, ils ne comprennent plus le monde qui les entoure. Même t'as tout le discours de Fear, enfin de la tueuse, sur le côté, les enfants sont au courant en fait que le monde ne veut plus d'eux, parce que en fait on marche déjà tous vers l'extinction. Et ils savent très bien qu'ils devraient pas être là. C'est pour ça qu'ils sont prêts à nous écouter, nous, parce qu'on a une solution à leur proposer, on a un but, un sens pour eux, tu vois. Et moi, pareil, je commence à être un peu âgé, donc dans ce côté un peu décalage générationnel, de plus comprendre exactement les mœurs de la Z Generation. Ça me parle de fou, et je trouve qu'il arrive vraiment à te communiquer cette angoisse vraiment terrifiante des tueurs de masse, de tout ce qui va avec, quoi. Et les personnages sont géniaux. Il y a toujours des idées de design. Tu sais, chaque personnage a un petit truc en plus, tu vois, genre, l'héroïne, la meuf du FBI qui a son cache-œil. Ça sert à rien du tout, tu vois, mais c'est vraiment du pur comics, comme quand t'avais Michonne avec son katana, tu vois. Tu dis, mais elle sort d'une page de BD. Bah oui, bien sûr. Là, pareil, avec la patronne du FBI, tu sais, qui a les cheveux tout blancs et une mèche noire et qui est habillée comme Cruella d'enfer. Gabriel Winter, où pareil, ses cheveux, comme dans ça de Stephen King, sont devenus blancs après avoir découvert l'Internet. Et tu dis, du coup, il a cette espèce de structure un peu Bowie, un peu Finn White Duke et tout, qui rend super bien. Tous les designs, les personnages sont super expressifs. Ils ont pas des gueules qui se ressemblent. Donc, chacun a vraiment sa gueule à lui. Tu vois, la Rookin qui a bien tache de rousseur et tout. Même le personnage Renoir, il a pas fait un physique traditionnel. Tu vois, il a un regard un peu plissé et tout. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça brillant du début à la fin. Alors, effectivement, ça manque pour le coup un peu de folie sur les découpages. Mais c'est là que je disais que c'est plus ancré dans le sol que Spectrograph. Et Spectrograph, c'est plus une sorte de rêverie où tu fais un point, justement, avec ces personnages-là sur un moment donné de leur vie, où ils réalisent tous, en fait, les choix qu'ils ont faits, etc. Là, c'est plus une sorte de grande construction, de grande marche vers l'avant, et dans un monde qui doit nous paraître réaliste. Donc, on doit, en fait, justement, pareil, un peu aplanir les effets de style. Ils arrivent quand même, avec tout l'esthétique qui est développé par Blanco et par Belair, pour justement créer ces espèces de glitch dans la réalité, ces créatures phosphorescentes qui apparaissent et qui, vraiment, ça a une putain de gueule, quoi.
Enfin, moi, tout fonctionne vraiment. Tu vois, si j'avais justement pas lu 20th Century Boys et je le redécouvre des fois aujourd'hui, alors c'est pas encore de ce niveau-là, hein. Parce que 20th Century Boys, c'est l'un des plus grandes BD. Moi, tu vois, pour le coup, j'ai oui, pas mais lu, après, il a fallu s'en rendre compte et voir le truc sur le temps long. Donc, on attendons de voir sûr, si, puis on a pas la fin, donc on peut pas si juger, War mais- Tree finit au numéro 16, on se dira bon, ok, mais si dans 4 ans, on est en train de faire putain, War Tree tome 8, les gars, c'était incroyable Non, mais et tout, évidemment. voilà, Évidemment. on y sera. Et tu vois, par exemple, on sera autre moi, chose, j'ai pas lu Akira avant d'avoir 22 ans, parce que j'avais juste vu le film quand j'étais ado. Et du coup, j'ai pas eu ce choc que tout le monde a eu en mode genre waouh. Donc c'est ça en fait la science-fiction face au manga et tout. Moi, c'était 20th Century Boys. C'est la série qui m'a fait découvrir en fait tout le potentiel qu'on pouvait faire avec une histoire qui regarde sur le futurisme, sur l'humain, sur le graphisme et tout. Et là, je me dis quelque part, tu peux filer ça à quelqu'un, il aura pas la même explosion dans la gueule, mais il y a le même potentiel en fait. Il y a le même potentiel de réflexion d'un truc qui agglomère tellement de sujets. Ou pareil, tu vois, on parlait tout à l'heure du côté du personnage LGBT+. Là, il y en a aussi, mais c'est fait de manière très fluide. Et c'est pas du tout un sujet, tu vois, c'est Ouais, juste. c'est ça. Il y en a, c'est fluide et c'est pas un Voilà, sujet. exactement, c'est Alors pas que un t'as sujet. l'impression que sur Spectrograph, c'est un sujet, tu vois. C'est mieux exprimé Bah, comme c'est ça. peut-être plus présent parce que t'as moins de personnages pour diluer aussi le truc, tu vois. Peut-être. Que là, pareil, bah, t'as ce côté aussi, on a pas parlé depuis tout à l'heure, mais ce côté un peu psychosexuel chez Tynion, parce qu'il aime bien te parler justement, je vais pas dire des vices, mais c'est ce que justement quelqu'un de puritain dirait des vices, tu vois. C'est-à-dire que les personnages ont une sexualité et ils ont des penchants parfois un peu pervers. Là, t'as ce moment, par exemple, où t'as les deux ex du lycée, ils patrouillent dans l'hôtel vide où ils sont là. Puis d'un coup, elle lui dit, mais attends, en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Faut qu'on arrête de faire semblant d'être des adultes. Mais c'est très bien En fait, écrit, ça on aussi. est juste, comme dans Spectrograph d'ailleurs, on est juste l'écho de qui on était à l'époque. Donc autant nous laisser aller, puis se mettre à baiser, tu vois. Ou pareil quand. Mais Fear, c'est la même chose. Enfin, qui est plantureuse au possible. Oui, ouais, mais voilà. Sexualisée comme pas possible. Mais Fear, pour Et- moi, et c'est ça, ça je fait crois- exprès. mais Attention. par contre- donc, du coup, Arnaud là, est ravi. Alors, bah, moi, oui, en tant C'est que ça qui a tel. fait plus flipper qu'envie, finalement. Ah non, mais bien sûr, bah, elle est sexualisée parce qu'elle se balade tout le temps à poil, mais Fear, mais c'est un justement, mais propos aussi. elle est pas sexualisée parce qu'effectivement, t'as pas envie d'elle, en fait. Tu Ah, te bah dis, non, enfin, je sais Mais pas. Fear, tu vois, Ou c'est alors, un sauf peu. si c'est la dernière fois avant de mourir, quoi. Non, mais c'est un peu le fantasme absolu, justement, des gamers à la con. qui Ouais, traitent c'est ça sûr, en ouais, malsain, ouais, tu j'avoue, vois, ouais. et tout, c'est le côté, elle est sexy, elle est punk, donc elle est un peu edgy comme nous, tu vois. Elle est tatouée. En même temps, elle se bat tout le temps à poil, ouais. puis il y a ce côté provoque et tout, et puis voilà, les piercings, etc. C'est fait exprès, tu vois, c'est l'image attraction-répulsion, tu vois, c'est qui marche toujours très bien chez Tynion. C'était Mais je sais pas, mais je me demandais quand même quand on discutait avec lui, mais de se dire, mais en fait, à quel moment tu t'es dit que ton boogeyman, ce sera une nana toute nue, voilà. mais c'est des arsenals de fou, Parce que ça, ouais, mais parce que tu te dis aussi, mais pourquoi elle se balade à poil, quoi, tu vois? Mais c'est ce qui. parce que c'est cool. Ouais, Mais c'est pour ça qu'elle arrive à tuer autant de flics, c'est qu'en fait les mecs la voient, ils comprennent pas et du coup ça lui permet de. Ouais, des gens, quoi. ouais, peut-être. Non, ouais. mais je te dis, moi, je pense qu'il essaie de canaliser, en fait, un propos juste sur le design de ce personnage, comme il le fait sur tous les autres. C'est pas juste parce que c'est stylé d'avoir une héroïne qui zigouille des mecs à poil, tu vois, comme dans je ne sais plus quel BD qui faisait ça aussi, peu importe, j'ai pas trouvé la référence. Là, il y a aussi ce côté, justement, c'est la projection parfaite tu demandes à un gamin du forum de JVC de te dessiner la femme parfaite selon lui, avec son côté edgelord et son côté, moi je suis différent et tout. Il va probablement t'imaginer une nana comme ça. T'as un dialogue génial par rapport à ça un monologue intérieur génial comme ça dans Gone Girl de David Fincher, où tu sais c'est un propos par rapport justement à la femme bafouée et tout. À un moment donné, elle décrit un peu la femme idéale selon le point de vue des mecs hétéros, et elle regarde par la fenêtre, elle voit une nana, je crois qu'elle est asiatique, avec un petit look un peu punk et tout, et elle dit, bah ça tu vois, c'est sûr que son mec, il collectionne les vinyles, désolé bébé, Ouais, ça y est, et il a 45 un ans, penchant les vinyles, pour les le comics, tentacle porn. tous les trucs, quoi, tous les clichés. Mais tu vois, je pense que c'est un peu aussi le propos du truc. Et comme ça désarçonne d'entrée de jeu, en fait, tu sais dans quel genre de registre tu vas rentrer. Pareil, limite, tu vois l'héroïne, tu te dis, c'est une BD que tu ne peux pas confier à un enfant. Du coup, après, ça libère ce qu'il peut faire derrière, c'est-à-dire plus de violence, plus de maturité, un vrai penchant Il adulte, aurait fallu en faire un comics Red Band. avec une version où elle est habillée, une version. Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est Boundless Comics qui fait ça, du coup. Mais du coup, non, moi, au global, vraiment un gros kiff. Encore une fois, je préférais qu'il prenne plus son temps par moment, parce qu'il y a des accélérations dans le rythme qui sont un peu emmerdantes. Par exemple, le personnage de Nikki, tu vois, le flic raciste, qui est vraiment en plus le flic, l'agent du FBI raciste, qui est vraiment, tu sais, cette caricature de personnage à la HBO, justement, qui va bien te cracher toutes les saloperies que t'as envie d'entendre. Tu te dis, ouais, il est entier, il est authentique et tout. Finalement, il disparaît un peu vite du récit, sans trop spoiler. L'accélération par rapport aux frangines aussi. Les frangines Edison. Ouais, trop bien d'ailleurs le côté après il l'explique dans le texte, mais quand t'as lu un peu de SF, tu fais ah ouais, tous leurs prénoms c'est les noms de famille de grands auteurs de SF, quoi. Mais et ça, pour le coup, je trouve que marrant. ça, parce que moi, encore une fois, qu'il est lu en single, ça, en fait, en redécouvrant l'album, je trouve que ça tombe un peu de nulle part, genre d'un coup, au fait, j'ai 4 sœurs, elles ont toutes 3. Ouais, 3.
un caractère particulier bien trempé et tout, qui était pas du tout présent en fait vraiment. Mais c'est peut-être parce que c'est des, en fait, tu peux te dire que c'est des choses aussi qui ont été rajoutées parce qu'il y a un moment, il y a peut-être des sous-arcs ou des sous-intrigues. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que dans le tome 2 notamment, enfin, à partir du moment où ils font le projet de dire, bon, bah, faut qu'on retourne sur Wall Street, faut qu'on refasse ce plan pour lutter contre l'Internet. Tu vois qu'il y a, en fait, ils se disent ça s'enclenche vraiment à la fin du second tome. Et tout au milieu, c'est pas du remplissage parce que c'est pas inutile, mais tu sens bien que c'est des choses qui ont été placées là parce qu'en fait, ça a été, ça a été permis parce que la série, j'imagine, fonctionne assez bien aux US. Et de ce que je sais de l'arc 3, il y a un arc 3 qui va justement se concentrer sur Fear, en fait, enfin sur Sammy, du coup, en tant que tel. Voilà, il a spoilé. Après, avec le prénom, ils sauront pas forcément. Bah non, oui. Personne peut ça. C'est par nous écoutant, ils vont dire. Après, elle apparaît en tant que Sammy avant qu'on découvre que c'est Sammy. On sait déjà à la fin du tome 2. Non, mais en même temps, les gens lisez les, faites comme d'habitude, lisez les BD, puis écoutez-les après quand. Mais ils auront oublié, de toute façon. Oui, puis un prénom. Et puis c'est mineur, puis elle est tellement centrale de toute façon qu'en fait c'est pas un spoiler en tant que tel, quoi. Mais je voulais dire aussi, je sais pas trop pourquoi, mais ça me fait penser un peu à du Gantz aussi dans l'idée. C'est un peu la technologie un peu, on ne sait pas d'où elle vient. Oui, mais il a déjà dit. Il y a du gros nichon, Arnaud, tu vas adorer. Littéralement 10 ans que je lui dis de lire Gantz et il me l'a déjà dit. C'est fait pour toi, quoi. Mais tu vois, pareil, ce côté un peu psychosexuel et la technologie qui pousse les humains à commettre des atrocités dont on ne sait pas d'où, parce que c'est assez tard, hein, si vous lisez Gantz, la recherche de l'origine de ce qu'est la boîte noire et tout, enfin la sphère noire, ça vient vraiment très tard dans le récit. Et là, tu parlais de nihilisme, c'est probablement le manga le plus nihiliste qui existe. Et aussi le manga le plus sexiste l'un des mangas le plus sexistes parce qu'il a fait beaucoup d'autres BD. Rotsuki Doji aussi, c'est pas mal. Mais des démons qui couchent avec des femmes, Arnaud, c'est génial. Mais non, mais justement, dans la chambre de Gabe, du coup, le gamin qui commet les crimes au début, tu vois un poster d'un côté, alors je sais plus ce que c'est. Oui. Mais de l'autre, c'est Rotsuki Doji? Oui. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. C'était Gundam à côté, je crois, non? C'était Gundam ou un Sentai, je crois, un truc comme ça. Non, c'est un film live action, je sais plus lequel c'est. Mais oui, après, c'est Rotsuki Doji. Et Rotsuki Doji qui est un monument du cinéma d'animation en mode les démons qui envahissent la terre. Bon, c'est du manga avant. C'est un manga. Ouais, mais moi j'ai pas lu le manga. J'ai l'intégrale qui est vraiment très cool. Et donc c'est un peu taré pour lire ça. Ah ouais, c'est vrai parce que c'est il faut être du nord, quoi. C'est vraiment quand on vous dit les animés tentacules machin, c'est vraiment ça, quoi. C'est les démons qui envahissent la terre avec des triples bites rotatives et qui et dont le but c'est littéralement de violer des meufs pour avoir une descendance de démons. Je tiens à dire que je ne cautionne pas, je n'aime pas du tout Rotsuki Doji. Je tiens à préciser. Non, mais c'est que les gens se fassent c'est sûrement culte pour plein de mauvaises raisons, mais ça a marqué son époque et c'est quand même. Et moi, tu sais comment j'ai découvert? En fait, je crois que j'avais 16 ans en plus, tu vois, alors que c'est quand même porno en tant que tel, tu vois. Et c'était le mec de ma 16 ans le porno en même temps. Non, mais attends. L'histoire est incroyable parce que c'est le mec de ma médiathèque qui était en charge du rayon film et DVD avec qui j'ai fait qui m'a fait découvrir plein de trucs en termes de musique et de cinéma surtout, et qui me dit ouais, je viens d'enregistrer un nouveau truc, écoute, faudrait que tu le regardes pour que tu me dises si je le mette en rayon ou pas. et du coup dans les faits c'est quand même Putain, mais il aurait pu aller en tôle. Bah oui, c'est ça, parce que après sur le DVD c'était marqué moins de 16 quand même, tu vois, c'était pas marqué moins de 16 parce que le bouquin c'est moins de 18 il me semble. C'était marqué moins de 16 sur le truc, et effectivement j'avais regardé tout, j'ai fait bah oui, faut pas mettre ça en rayon, en fait. Enfin, c'est compliqué, quoi. L'anime, il est quand même assez graphique, dans mon souvenir. Dans Rotsuki Doji. Oui, bah moi je te parle du film d'animation, je parle du film bah sur le DVD, moi il y avait pas marqué moins de 18 dessus, quoi. Très bien. Donc voilà. Mais donc oui, ça fait aussi partie de ces références dans le bouquin, et je pense que c'est pas innocent non plus. Mais bref, on passe à la suite peut-être. Grosse. Mais c'est trop bien. Lisez World Tree, je sais pas si ça fonctionne des masses, mais si vous avez aimé Nice House, si vous avez aimé Tynan Ford, c'est vrai que général, c'est trop bien, quoi. Raison, c'est le format est un peu. C'est le format comics classique, quoi, mais c'est un peu ramassé, je trouve, du coup. C'est un peu radin, quoi, effectivement, quand tu vois le travail qui propose. Surtout que c'est vraiment, encore une fois, c'est le premier truc qui sort en français après Nice House. Ouais, mais je pense qu'ils avaient pas anticipé que Nice House allait forcément cartonner comme ça, hein. Ça faisait un moment quand même. Enfin après je sais pas parce que comme c'est très anticipé effectivement en termes de. Oui, tu sais, les bouquins sont envoyés, les BAT sont envoyés. Non, mais on aura peut-être un jour une réédition à l'intégrale grand format, je pense. Non, mais ça c'est le mauvais truc à dire, parce que si vous ne suivez pas la série normalement, il y aura pas de. Mais pour nous qui avons déjà. Oui, pour nous. Non, pour le truc. Regarde, tu vois Saga, on vient d'apprendre que ça a été. Et oui, front page peut-être, mais. Oui, on en reparle dans un front page de ça. Donc on termine avec juste le petit truc. Non, on termine pas. Le mec relou. On termine pas. Pardon. Le truc des sœurs, à part sur les prénoms, moi j'ai trouvé ça un peu kitschouille, perso. T'en parlais tout à l'heure, j'ai pas voulu t'interrompre. C'est un peu kitschouille, je trouve que le fait qu'elle torture un peu leur frère, je trouvais ça un peu longué, moi perso. Et moi ça m'énerve parce que justement, comme Greg Rucka ou même comme Stephen King par moment, ce côté je vais filer des prénoms bizarres et des noms bizarres à tous mes personnages,
frérot, ça va, quoi. Ça va, ouais. Mais c'est Gabriel expliqué Winter, intradigétiquement. mais frérot. Non, mais c'est pareil pour Vesper Bidule, tu vois. Personne ne s'appelle Vesper dans la vraie vie. C'est un pseudonyme. C'est un pseudo. Quand on est fan de James Bond, voilà, c'est tout. Mais en vrai, tu vois, c'est un peu. Oui, mais bon, si on peut pas s'amuser un peu C'est dans comme la Forever fiction. Carlyle On dans peut pas l'avoir s'amuser, Lazarus. c'est sérieux les comics, monsieur. Ouais, c'est ça, voilà. Et sur Spectrograph, parce que je le vois, donc j'y pense. Si vous pouvez choper la couverture Pop Comics, parce qu'elle est absolument magnifique. Ouais. Ah, vraiment. C'est vrai qu'elle est Bien très belle. plus cradingue que la version générale, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, C'est Jay-Lee, non? pour terminer, oui, c'est Jay Lee. Ouais. Ouais. Donc, pour terminer, une touche de super-héros. Il y a le 5e tome de Batman Nocturne qui est sorti relativement récemment aussi, en ce début d'année, qui marque la conclusion du run de Ramvé sur Detective Comics. On pourrait même dire de Ramvé et Dan Waters un peu aussi, complètement. puisqu'il s'occupe littéralement, de quasiment tous les backups de cette série. Alors on va se concentrer juste sur la conclusion, mais ce sera aussi juste l'histoire de faire un point quand même sur ce run au total. Donc il voyait la famille Orgam, donc une vieille lignée venue de Encore une fois. voilà, des pays du Moyen-Orient, qui arrivent donc à Gotham City pour en prendre le contrôle et en fait revendiquer un petit peu son statut en fait de propriétaire, tout simplement de Gotham, puisque on apprend très rapidement dans les premiers backups que les Orgam en fait sont devenus les Arkham par après. Et donc dans le contexte du début de la série, c'était l'Arkham Asylum avait été détruit par le Joker. Ensuite il y avait la tour d'Arkham qui avait été construite mais qui avait été finalement qui avait pété également, et simplement les Orgam veulent en fait ils ont le titre de propriété du bâtiment d'Arkham, mais en fait ils vont en profiter simplement pour dire en fait on va retaper l'asile, on va virer, c'est un peu de la gentrification hardcore. On va virer tous les gens des Narrows, des quartiers populaires et tout ça, on va les dégager, on va mettre des beaux bâtiments, on va rendre donc à Gotham sa grandeur et on va en faire une ville brillante. Et en même temps, faudrait quand même aussi se débarrasser du truc qui cloche dans cette ville-là, ce putain de justicier masqué répondant au nom de Batman, et donc ils vont essayer de le mettre hors d'état de nuire. Donc Ramvé l'a vraiment pensé comme un opéra au départ. Ouais, Je trouve que ça fonctionne très bien au début. Dans l'ambiance en tout cas, puis ça s'en éloigne un peu plus pour aller dans un truc un peu plus classique. Par contre, oui, non, c'est effectivement très dense, mais t'as vraiment cette structure avec un prologue, ouverture 2 actes, intermezzo et finale. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Avec finalement même, je vais peut-être dire un truc vraiment très easy référent en termes de référence, mais le cheminement qui fait très ce qu'on a vu dans The Dark Knight Rises aussi, quoi. C'est littéralement cette structure-là. Ouais. Ouais, hein. Mais voilà, je sais pas s'il fallait. C'est un film de baseball. C'est un film de baseball. Non, tu connais pas c'est le héros gagne au début, puis il se fait blesser, il dit je vais arrêter ma carrière et tout. Finalement, il est convaincu de revenir et il revient et il gagne. Ah ouais, je sais pas. Voilà. Après ça, c'est une structure C'est classique. Marvel Studios, C'est très classique. Ouais, c'est première. Enfin, ouais, ça c'est une construction assez classique, mais touffu dans le nombre de personnages que ça convoque, avec énormément de références aussi au reste de l'univers DC, avec plein de personnages de super vilains. Mais parce que c'est quand même un run qui dit aussi voilà la beauté de Gotham City en fait dans tout ce cas-là d'incroyable, c'est parce que effectivement t'as Batman, mais surtout t'as une palanquée voilà, de la dyslexie, tout ça, super, phalanges, voilà. Il y a les balles et il y a la palanquée. Voilà. Et moi je maîtrise toujours pas mes mots correctement, mais il y a une palanquée de super vilains aussi qui font que c'est ça le charme, et c'est un peu ce que Ramvé nous dit en substance en fait, genre oui, peut-être que c'est une vie qui est complètement chaotique et dans lequel en fait tu risques de te faire abattre par des fous furieux au moindre coin de rue. Mais en même temps, c'est ma ville. Voilà, mais en même temps, c'est pour ça qu'on y vient aussi à Gotham City. Et quelque part, Batman, c'est aussi à ça qu'il sert. Qu'avez-vous pensé, donc, un peu de ce run au global et de ce 5e tome particulièrement, qui est vraiment le tome à la fois dans une première partie de la reconstruction, de Batman, puisque Batman a été apparemment pendu en place publique dans le tome 4, qui c'est qui dessinait ça? C'était Alexander, non? Jason Shawn Alexander. Très beau numéro d'imitation de Sienkiewicz de la part de Jason Shawn Alexander. Il lui a même fait les petits enroulés au niveau de la cape à la McKean pour le coup, que Sienkiewicz avait repris aussi. Et il y a vraiment pareil, à un moment donné, t'as Liam Sharp qui fait du Bisley. Du backup, sur un backup. On dirait du Simon Bisley. C'est vraiment un côté de les grands artistes modernes qui veulent
Même sur les premiers arcs, je sais plus qui c'est qui dessine, mais il y a marqué c'est from Topi en fait, où il reprend, j'ai l'impression, pour des scènes de flashback justement sur la dynastie Orgam en fait, et il y a marqué à chaque fois que c'est repris de Topi. Je sais pas de quel BD de Sergio Topi ça revient, mais voilà, tu vois, mais il y a de multiples influences quoi. Mais donc Batman qui était censé être mort en fait ne l'était pas, mais par contre sauvé par Catwoman, voilà, sauvé par et son crew. Il est embarqué par Talia al Ghul. Il doit lutter contre ses propres démons parce qu'il a été par un Asmer, un démon que les Orgam utilisent pour contrôler les gens. Et donc ça c'est la première partie. Puis après il y a le retour à Gotham City. Ce passage dans le désert, la reprise comme ça est un peu long. Ouais, je trouve aussi sur l'entrée du tome. Il y a énormément de points positifs, ça, il y a pas de débat là-dessus. Ouais, mais du coup, ton avis alors. Dans le désert, on va commencer avec toi. Non, mais vas-y, continue Arnaud. Non, moi j'ai. Parce que tu l'as vachement très bien résumé. Limite, j'ai pas envie de te paraphraser parce que. Non, mais dis-nous ce que tu en as pensé du coup. Mais pour le coup, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que même si les Orgam sont un peu, finalement, c'est une bonne présentation de CNews. C'est des bons gros fachos qui veulent dominer le peuple par la peur, quoi. Donc, et ils te disent. La désinformation aussi, c'est vrai qu'il y a. La désinformation, c'est. Qui a vraiment les vieilles familles fortunées comme nous pousserons un peuple craintif à l'obéissance. Donc c'est exactement ça. Ouais. C'est la volonté des Arkham. C'est ça. Et puis même dans les étapes, c'est d'abord la désinformation, la manipulation en tout cas de la vérité, et voyant que ça ne marche pas, par la peur après dans la deuxième partie de leur plan qui n'aboutira pas forcément non plus quoi. Vas-y, continue. Et même si j'aime bien finalement tout le côté l'origine des Orgam avec l'union de Daria, la fille des sables, les Zédan, le fils du vent, ça c'est très beau, c'est assez poétique. C'est une union qui apparaît maudite en fait, qui fait que c'est très Neil Gaiman quand même. Ah, c'est totalement Neil Gaiman. C'est très Neil Gaiman. Totalement Neil Gaiman et qui va pousser finalement la mère je sais pas si on peut spoiler ou pas, mais à faire quelque chose à son fils. En tout cas, voilà. Oui, non, je crois qu'on peut parce que ça arrive dans ce tome-là ou c'est dans le tome d'avant? Non, c'est avant. C'est avant, ouais. Donc normalement, on part quand même du principe qu'on parle du tome 5. Donc vous avez peut-être lu les 4 premiers tomes. Donc aussi, voilà, donc elle en vient à demander à son époux de partir en quête du joyau du désert, et son plan est à la fois de l'exiler, son épout, et à la fin également de demander à Ra's al Ghul de tuer son fils. Donc ça c'est vraiment assez fort. Et effectivement dans tout ce passage où Talia al Ghul le conduit dans le désert pour qu'il puisse Batman, Bruce Wayne surtout, parce que là c'est vraiment lui dont on parle, avoir ce parcours mental lui permettant de vaincre ce démon. Ça s'étire un peu en longueur, mais on est vraiment sur un des meilleurs runs de Detective Comics. Moi je trouve qu'on finit en apothéose avec un Batman vengeur et ultra badass. Avec son costume décharné, déchiré, le barbare costume quoi. Ce logo sang rouge là, moi il me faut désolé en bon quarantenaire, il me faut une figurine de ce Batman là quoi. Je le trouve incroyable. Faut demander à McFarlane Toys. Mais ça il peut te faire un truc excellent. Je trouve que c'est certainement j'ai vu pas mal de gens ne pas l'apprécier ce run-là, ne pas y trouver leur compte. J'ai vu des commentaires un peu ridicules. On trouve pas la lumière dans ce Batman nocturne. C'est génial. Pas mal. Lol. Mais je trouve que les backups, t'en parlais tout à l'heure, ils sont incroyables. Ils sont quasi aussi importants que l'histoire principale. Ils ont toujours leur importance en fait. Ils apportent toujours un petit élément, quelque chose. Sur Gordon, sur Double Face, toute l'histoire de Double Face psychédélique dans son cerveau est génial. Le Ten Eyed Man aussi, qui a des super passages. Tu sais, le maudit doigt, quoi. Enfin, on se demandait, Carnot, justement, d'où il vient ce gars-là. Moi, je l'ai jamais vu avant. Le Ten Eyed Man? Ouais, il vient d'où? Je sais pas. Je me sais plus. Ok, d'accord. Non, parce qu'on se dit, il a le pur design. Il a été créé antérieurement, mais c'est pas dans le run de Tynion? Ah, mais après le run de Tynion, je n'ai plus grand souvenir parce que t'avais la meuf technologique, je sais pas quoi, il y avait trop de trucs à chaque fois. Justement, c'est ce que je voulais dire. Je trouve ça intéressant comment Ramvé et Dan Waters considère que tout a plus ou moins été canonique quand même. Mais c'est très, mais après, c'est Morrison. Oui, mais parce que c'est un spin-off du run de Morrison aussi, quoi. On parlait de Hurt, justement, tout à l'heure, hors micro. Bien sûr. Ce passage-là, d'ailleurs. Barbatos aussi, quoi. Exceptionnel. Enfin, la partie sur le Dr. Hurt, on a ce groupe de soutien où ils vont parler tous ensemble de comment la manière dont il l'a fait souffrir avant d'avoir une conclusion. Et j'ai lu aussi que les dessins d'Eden Sharman plaisaient pas du tout. Moi, j'adore ce côté indé qui sublime le récit. Ah oui, j'ai vu des gars dire mais c'est dégueulasse, regardez-moi ces cases, elles sont horribles. Mais sur quel forum tu traînes, faut foutre le feu. Vous êtes fous, quoi. Je vais pas citer les gens, mais c'est des gens qui ont des pages comics, notamment sur Insta et tout ça, qui le disent le truc est dégueulasse. Mais moi, je le trouve incroyable. Lisez du Sean Lewis, les gars, vous verrez ce que c'est que bon Eden Sharman. Non, mais là, il est bon aussi, en plus. Oui, c'est ça qui est bien sûr. Ouais, bon, c'est bien, c'est pas grave. Donc, ouais, super, parce que moi, je suis encore traumatisé du backup ou tie-in, peu importe comment on l'appelle, dans Wonder Woman hors la loi, où on a l'anniversaire de Batman. Je pense que j'ai envie de me suicider après avoir lu ça. C'était horrible. Et là, pour le coup, tout est intéressant du début à la fin, des super backups. À lire plutôt d'une traite, si possible.
Je trouve que même si c'est un peu long, c'est costaud, hein, on est d'accord. Hein, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de le relire d'une traite, tu vois, et de pas attendre les issues, parce que j'ai commencé pour le coup le run en VO. Parce que voilà, tu me dis Ramvé, tu me dis Albuquerque, j'étais comme un dingue. On peut se paumer en VO quand même. C'est vraiment, en fait, ça, que les backups changent tout le temps de point de vue. Oui. Et avant la fin, en fait, où justement toute la ville fait corps contre les orgames, des fois tu te dis mais pourquoi est-ce que je vais suivre tel point de vue, parce que ça n'a pas forcément de matière tout de suite en fait. Ouais. Et mais justement la VF contrebalance ça parce qu'ils les répartissent bien, ils sont très bien placés aux différents moments du récit à chaque fois, donc là-dessus il y a eu un très bon travail éditorial de fait. Alors je sais pas si la VO d'ici elle fait comme pareil pour les TPB, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas ils ont très bien agencé. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est parce que effectivement Morrison, Barbatos et Hurt, d'accord, c'est ça le point d'origine, mais depuis Barbatos c'était devenu un peu autre chose, on va dire. Ouais, on reparle pas de ce que c'était devenu. Oui, après, mais j'ai l'impression en fait que c'est une façon intéressante de considérer que ça n'a pas existé. C'est clair. Et de te dire non, mais par contre on peut quand même garder cette bonne idée qui est justement Batman a un démon intérieur et cette origine très complexe avec ce trisaïeul qui avait été fait à l'origine de tout ça, et de ce lien avec les démons. Après tu sens bien que Ramvé avec sa tradition littéraire, s'il allait reprendre quelqu'un, c'était pas évidemment Snyder, ce serait Morrison. Évidemment, mais dès le point de départ, comme tu dis, avec cette scène où justement t'as une pièce de théâtre, je crois, qui est jouée, et où quelqu'un invoque le démon et tout. Et ça marche bien au début. Après, je pense qu'il s'en éloigne un peu quand même pour revenir à des trucs plus fondamentaux. Le côté opéra s'efface quand même au final. Ça devient un blockbuster en fait à un moment donné. Ça, tu vois, moi, pour le coup, Sherman, je suis un énorme fan de ce qu'il fait. Je rêve d'une version de Above Snakes en France. Je te coupe, mais à partir du tome 4 où t'as Catwoman où d'un coup ça devient, t'as une séquence en fait c'est du film de braquage, on monte un braquage pour aller récupérer Batman, tout ça. Le passage avec Sean Alexander. Et le tome 5, voilà, et le tome 5 aussi, en fait là ça devient effectivement beaucoup plus blockbuster, plus carré. Et tu vois, pour le coup, moi c'est plus le début. Je t'ai coupé exprès. Le début de la série, je sais. Le début de la série, en fait, moi c'est plus Ivan Reis que je trouve pas du tout dans son élément avec cette écriture là en fait, parce que c'est lui c'est à ce moment-là que la série transitionne vers du blockbuster pur sucre. Et là, tu te dis, mais justement, Ramvé, il a pas cette approche-là du dessin en général. Pur jus, du coup. Non, pur sucre, on dit aussi. Mais bien sûr que si. Mon pauvre ami, tu ne parles pas français. On parle de cocaïne, c'est ça? Oui, bien sûr. Pur sucre. Mais pur sucre, l'expression existe depuis avant ta naissance. Jamais de la vie. Mais putain, mais regarde des vieux films, tu vas t'apprendre plein de choses. Donc, et après, voilà, c'est plus moi, en fait, comment dirais-je, l'inégalité graphique qui me, il y a trop de dessinateurs. Emmerdé, voilà. C'est que je comprends bien qu'il faut tenir la cadence et tout. Mais en plus, dans le tas, il y a des artistes qui peuvent travailler en mensuel. Et le fait de changer limite entre deux numéros vraiment qui se suivent, parce que moi j'ai une approche des numéros, de graphisme à chaque fois, tu dis c'est un peu con parce que du coup là on avait un beau design qui du coup devient un peu moins intéressant. La partie dans le désert, tu vois, moi je sais plus qui était l'artiste qui dessinait ça. Riccardo Federici. Bah tu vois, ça marche un peu moins bien pour moi parce que je trouve que ça contredit en fait l'esthétique plus surréaliste, très psyché, très arty, très qui regarde ailleurs en fait. Et je dis ça en même temps, tu vois, je suis ravi quand par exemple t'as un Fornès qui débarque alors que ça contredit complètement le graphisme précédent. Je me dis il y a Fornès quand même, j'aime bien. Frank Avila qui est là. Frank Avila, il est pas dans son meilleur état de forme pour cette partie-là. Quand même. Il fait après il fait que deux backups, donc c'est pas énorme, mais celui avec Azrael, important en plus. Celui avec Azrael est super chouette. Mais ça justement voilà, c'est par rapport au côté Batman qui affronte son démon intérieur et qui doit comprendre qu'il doit faire la paix avec, comme Double Face d'ailleurs. C'est en fait la forme et le fond. C'est-à-dire que t'as aussi ce côté-là pour Gotham City tout entière. C'est-à-dire que en fait, tout l'arc de Batman te dit justement, comme tu le disais au début, Batman lui-même qui doit arrêter de fuir en fait sa période de ténèbres. De la même façon, en fait, Gotham City doit, si elle veut rester authentique, si elle veut rester la ville que tout le monde connaît et qui fonctionne avec une forme de logique, elle doit aussi accepter que en fait ces vilains sont capables de participer à une sorte de résistance. En fait. Voilà. Et justement, pour moi, je me suis dit tout l'arc, il y a un grand absent quand même, c'est le clown. Où est-ce qu'il est, Joker? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au moment où il apparaît, tu te dis, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Ils te disent quand même à un moment donné, si on parle d'un gars qui s'amuse à polluer la ville, il y a pas une citation comme ça. C'est évoqué, mais il est pas présent. Mais non, il est pas présent, je suis d'accord. Hein, voilà. Mais attends, mais il y a pas un moment donné où quelqu'un, attends, ou alors je confonds parce que je lis tellement de trucs, où ils vont rencontrer le Joker? Catwoman va le voir, on est d'accord. Ouais. Quand Batman revient, et elle dit justement. D'accord, il me semblait bien. Et après, il donne et après, t'as une réapparition de la Joker's Daughter, du coup. C'est ça, oui, la fille du Joker, oui. Ça, en fait, Catwoman comprenant qu'en fait, Batman combat l'ordre alors que lui-même, il incarne une version de l'ordre, il aura besoin, en fait, de toutes les forces nécessaires. Et en fait, le Joker, c'est quoi? C'est le contraire. Donc voilà. Exactement. Et ça, justement, c'est super rigolo parce que tu dis le Joker, c'est naturellement, en fait, il serait l'adversaire des Orgam. Parce qu'il représente justement cet argent du vieux continent qui vient polluer un petit peu le côté très, très nouveau monde.
Ils en parlent comme ça, les Orgam, tu vois, ils disent c'est le nouveau monde un peu pour Gotham City, comme à l'époque des colons qui venaient s'installer sur place. Donc ils viennent coloniser une ville pour justement imposer moins de pauvres, moins de délinquance et tout. Et à côté, tu dis Joker, non, c'est Batman qui veut combattre, et tant que fait, il est pas dans le feu des projecteurs, ça l'intéresse pas. Et même quand il arrive, justement, t'as un côté vraiment daron qui va voir sa fille et qui lui dit, ah là là, tous ces sales riches de merde là qui envahissent nos quartiers et tout. Et tu es là, pareil, qui fait juste une petite apparition, mais qui pareil est très signifiante parce qu'elle te dit, voilà, les enfants du Joker, c'est en fait le chaos aussi, et il est nécessaire pour qu'il y ait une forme d'équilibre. Il faut qu'il y ait l'ordre et qu'il faut qu'il y ait le désordre. Comme pour Harvey Dent qui comprend entre guillemets que il y a double face et puis il y a Harvey Dent et il faut que les deux cohabitent pour que ce soit bien équilibré. Donc c'est en fait à la fin que tout se boucle bien, parce que quand même pendant 4 tomes avant, t'as quand même pris beaucoup de c'est organique, on voit tous les points de vue et tout, mais t'es pas sûr de ce que tu vas en faire à la fin. Ouais. Pareil pour le Ten Eyed Man justement, qui combat la meuf avec les trois yeux là, dégueulasse ce design d'ailleurs, où tu te dis ah ouais putain, c'est vrai que lui en fait il est hyper fort, pourquoi on le voit pas plus souvent, alors qu'en fait au départ je crois quand il était apparu au tout début, il était pas si important que ça. Je parlais aussi du côté prendre tout ce qui a été fait avant et considérer que c'est canonique. On va enfin avoir une forme de micro-résolution par rapport à Batman et Catwoman qui pour moi me satisfait, parce que quand même bon, ils se sont croisés depuis, chez Ramsey notamment quand il écrivait la série Catwoman, ouais. Tu voyais qu'ils étaient encore proches, il y avait encore des petits câlins et tout, mais là il y a vraiment ce côté voilà en fait on va pas se marier, mais ouais, c'est assumé. Tu comprends que ça a eu lieu et que malgré tout elle est quand même encore amoureuse de lui, que elle peut pas se séparer de lui, etc. Même pour Talia, je trouve ça assez mignon, tu vois, parce que peut-être à ce moment il est dans le désert et puis il décide de rentrer à Gotham, et elle a l'air un peu déçue en se disant en même temps c'est pas si mal, tu vois, cet endroit-là, et Corentin est un soldat de l'amour, donc Corentin aime ces beaux moments de joie, parce de qu'il poésie. retrouve un peu de calme, un peu d'idylle entre Ouais, bah oui, quand et puis même lui, tiens. tu vois, il te dit des fois c'est agréable de déconnecter un peu. C'est un peu une série sur le burn-out aussi, je trouve, quand même, parce que Batman, le pauvre, il en chie, faut prendre un peu. Au début c'est complètement chier. C'est ça, au début c'est complètement ça. Il dit il commence à faire des crises de panique ou je sais pas quoi, mais en fait il devient fatigué de ça. Après ça devient récurrent parce que c'était aussi dans le run de Zdarsky, donc j'imagine que c'est un truc qui se répondait un petit peu quoi. Mais donc et James Gordon aussi très bien écrit. Ouais, et Montoya qui redevient la question pareil, aussi, en comprenant que ça par son doit être utile au truc. Non, très bien. Limite, je me demande un peu où sont passés les autres Robins qui auraient pu être utiles au récit. Mais t'as un peu ce côté sombre reflet. Tu vois, où en fait, t'as toute l'agglomération de tous les personnages de Gotham qui viennent enfin faire front face à une masse commune. Et effectivement, c'est agréable de retrouver. Mais t'as quelque chose d'assez jouissif, même dans Mr. Freeze, qui a quand même en fait, c'est la façon dont Ramsey donne de l'importance à tous ces personnages-là qui est vraiment, et aussi bien dans les backups que dans l'histoire principale, quoi. Et comme tu le dis, avec un payoff qui est bien, quoi. Et du bon fanservice. C'est ça. Et si autant dans l'ensemble, t'as quand même une structure qui est effectivement très, très classique, l'ensemble, l'écriture, les développements, le soin accordé à tout le monde, la menace qui est quand même sûre. Enfin, je trouve que les Organs, c'est une bonne menace, en fait, en tant que telle. Il y a plein de bonnes, enfin, je sais pas, je trouve que j'avoue, moi, j'aime bien le design alors, autant le Ten Claws, c'est juste un loup-garou, quoi. Mais celle qui a le masque, justement, qui peut contrôler les gens avec les yeux, celui qui a les bras qui sortent et tout ça, enfin, tu vois. Je trouve qu'on les voit pas vraiment, enfin, il les bat facilement, en fait. Tu vois, moi j'aurais aimé un truc à la One Piece où il y a capitaine contre capitaine et tout. Ça dure sur 5 ans quand même, donc ça dure jusqu'au dernier tome quand même, ce combat-là. Ouais, mais tu vois, Batman lui-même en fait il les broie facilement, quoi. En fait, après ça devient une victoire symbolique quand il les bat tous à la fin. Il les bat pas tous parce que t'as Freeze qui s'occupe d'un, t'as Ten Eyed Man qui s'occupe d'une autre et tout ça, donc tu vois, je sais pas, ils font un peu pitié, je trouve. Ah ouais, non, moi j'aimais bien, j'aime bien cette série, l'espèce de Apollon, enfin le fils, quoi, Arzen, je crois qu'il s'appelle. Arzen, ouais. Et qui au final du coup qui prend un différent, voilà, qui aura un autre destin. T'as ce truc très SF en plus où en fait la reine depuis, enfin la méchante mère depuis le début en fait c'est un monstre et tout. Avec ce design c'est super alien, super. Ouais, qui pour le coup là je trouvais pas réussi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Moi ça me va bien. C'est celui qui m'a posé en disant genre d'un coup oui ça devient un Strum, ok bon. Bah oui mais c'est classique, tu vois. Il faut qu'il y ait un boss de fin quand même. C'est des structures, pas forcément, ouais, c'est sûr, mais pas forcément, quoi. Mais dans l'ensemble, quand même, je trouve que c'était un voyage qui était ultra satisfaisant. Franchement, très satisfaisant. C'est très, très surtout bien. quand t'as le Batman de Zdarsky, que moi, je n'aime vraiment pas, je ne porte pas dans mon Dark City, que je porte vraiment pas dans mon cœur. Je trouve que, mais ça prouve, en fait, ça fait pas mal de temps, en fait, que. Au moins, il descend pas de l'espace,
Mais c'était pas le plus je sais plus quel moment, gênant. bah, franchement, c'est déjà Franchement, très le compliqué. tome 2, c'est beaucoup plus gênant, quoi, avec le multivers du Joker, là, au secours. Enfin, le Joker du multivers. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas mal d'années, en fait, que, généralement, la série Detective Comics, c'est de meilleure facture que la série Batman, Que la en fait, série tout Batman. simplement. Je Mais pense que ça a c'était, souvent été un peu le cas. Quand parce même. qu'avant, c'était le Batman de Joshua Williamson ou James Tynion Ford, t'avais le Detective Comics de Mariko Tamaki, qui est pourtant, vraiment, quand tu le relis aujourd'hui, tu dis qu'il était pas si ouf, mais il était quand même mieux. Il est sympa, Il- ce... Non, mais il était quand même mieux que le Batman à l'époque là. Là, clairement, ce Detective Comics là, il est meilleur que le Batman à l'époque. Et puis actuellement, maintenant, et là, Tom celui Taylor, de Tom Taylor, il fait, c'est trop bien, quoi. Bien sûr. Mais tu vois, c'est pareil, Tom Taylor, il vraiment, répond très différemment. faut lire c'est-à-dire Detective que Comics, quoi, en fait. C'est tout. Lui, à l'inverse, Tom Taylor, il dit, bah maintenant, je vais revenir à juste Bruce Wayne. Ouais, mais c'est trop bien. Et on va oublier un peu tout ce côté. Oui, et trahison. beaucoup plus terre à terre aussi, mine de rien. Donc non, c'est. Par contre, le c'est seul clair. petit défaut, c'est que tu peux pas conseiller ça à quelqu'un qui commence Batman, quoi. C'est trop référencé, il y a trop de... Ou en tout cas, pour le comprendre à 100%, il faut avoir un peu d'historique Mais quand même. tu vois, ça c'est toujours le truc avec lequel je suis pas forcément d'accord parce que même moi, et je suis Il n'a jamais lu Batman. T'as toutes les refs, Arnaud. non mais Tu peux pas dire même toi. Non, je ne les ai pas toutes. Regarde le Ten Man, je savais pas qui c'était. C'était pas grave. Et je veux dire, j'ai commencé les Batman en lisant d'une part La Cour des Hiboux, ma deuxième lecture. Alors bon, il y en avait plusieurs, tu vois, mais sinon c'était le run de Morrison. Et je l'ai lu la première fois. Effectivement, je n'ai pas. Morrison, il est très accessible. Si tu commences au début. Tu t'y perds. Attends, quand ça devient Zurenhar, le Black Glove et tout ça, il y a Mais quand même pas mal de choses. Il t'explique tout ça. Mais Enfin, tu Yale comprends. t'explique. elle te Alors parle. mieux, d'accord, très bien. Bon, bah après mes 3 comics Batman, le premier comics que j'ai lu c'était Final Crisis, tu vois, alors que j'avais C'est pas. super facile. Alors Final Crisis. nique-toi, va niquer ta race, toi. C'est alors que j'avais absolument aucune connaissance en dehors de Batman. Bon, bah effectivement, j'ai pas pigé grand chose, mais c'est pas grave en fait parce que c'est le parcours de lecteur en fait. Tu peux pas dire il faut absolument suivre cette route là pour commencer Non, des c'est comics. pas absolu. Je dirais juste que je recommanderais pas ça en premier. Mais là, par contre, Mais il y a un- pourquoi pas parce que ça reste une parce- bonne mais lecture et Arnaud- puis tu comprendras pas tout mais tu te diras bon bah ok très bien maintenant j'ai vu tous ces personnages là bon qu'est-ce que je peux lire d'autre pour Non, en mais quand apprendre même, plus sur eux, là, je tu veux dire, vois, tu sais pas que Montoya était The Question, il sait même pas Ah ce qu'est la ouais. question. mais c'est pas grave. Le Dr Hurt, C'est là, pareil. c'est pas du tout expliqué même pourquoi c'est important. Non, t'as aucune tu vois. info. D'ailleurs, moi, Oui, vraiment, mais il c'est faut pas le grave savoir, parce que tu justement si tu mais En je plus, pense c'est pas un élément qui est très très présent. en non, général, mais je pense que si tu ne le sais pas, Tu le vois tu n'es quasiment pas, jamais, tu n'es Dr. pas ça n'a pas d'impact parce que ce n'est pas parce que tu comprends pas leur importance passée que ça va t'empêcher de comprendre là ce qu'ils font dans cette histoire-là et que ce sont des méchants en l'occurrence. Et pour ceux qui ont déjà les connaissances, bah c'est le bonus en plus, c'est dire ah bah oui bien sûr Thomas Sœur, tu vois. Moi, Et c'est tu- quand même plus un Batman je sais pour pas. les fans. je sais pas. je le vois pas un peu plus comme ça. Après, Mais- après, c'est facile aussi de se faire un chemin fléché. Tu sais, t'as les DC Wicca. Bien sûr, mais Tu vois, non, mais si c'est je dois juste- offrir c'est- un Batman, je offrirais pas celui-là en premier à un néophyte. J'essaye. En fait, tu vois, moi, j'essaye. J'ai plein de fils de potes qui sont des lecteurs de manga. Quand je leur conseille, alors j'ai conseillé Killing Joke, ils m'ont rayonné en disant que c'était nul. Ça m'a fait très mal au cœur. Mais change parce de que pote, ça hein. touche pas un gamin de 11 ou 12 ans, quoi. Peut-être un peu trop tôt. Ouais, mais mais de toute façon, je pense que ça se discute, mais il y a bien un moment où peut-être que ton premier comics, je veux dire, il y a quelqu'un qui va peut-être tomber sur Batman Nocturne dans une bibliothèque parce qu'il y aura que ça comme Batman de disponible et que ça deviendra par la force des choses son premier Batman. Tu offres Batman Metal. Et je pense, ouais, et C'est voilà, garanti. et c'est toujours mieux, et c'est toujours mieux c'est de pas si commencer nul. avec Batman C'est pas si Nocturne nul. qu'avec un Batman Metal ou un Batman Death Metal. Désolé, tu vois. Ce métal, c'est catastrophique. Parce que non seulement c'est catastrophique et c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, effectivement, c'est foisonnant de références, mais c'est accessible, on l'a dit, c'est une structure Oui, ça, classique oui. en termes d'histoire. Donc t'es pas, Ouais, mais les tu seras pas backups paumé. peuvent un peu paumer les gens quand Ouais, même. Hein. Moi, je suis assez sincèrement, Si tu lis que la série principale, oui, la structure, elle est classique Oui. parce qu'elle est arquée, Mhm. tac, tac. les backups, ça part dans tous les sens. Les quand même, backups, hein. par contre, si tu veux, ils te contournent tout. Ouais, mais il y a le payoff, donc c'est pas grave. Ça te Pourquoi je demande- m'intéresse précisément à ce flic-là maintenant? Ouais, mais comme dit, c'est parce que c'est Mais attends, moi, construit. j'ai quand grave même. kiffé, y a C'est pas de quand même, souci, c'est quand même construit. Oui, parce que là, on chipote. Mais c'est juste que on ce chipote. côté de, c'est pas on s'en fout en fait. Lisez des comics en fait, et personne viendra vous demander à la fin de votre lecture si vous avez tout compris, si vous avez toutes les réponses, parce que même des gens qui lisent des comics depuis les années 60 comme PA, 50, eh 50. ben, ils n'auront pas tout, pas forcément tout. Donc Corentin, je crois qu'on l'a énervé. et ce n'est pas grave. Non, non, c'est normal, c'est normal. Mais je suis pas énervé, c'est juste, c'est pour Allez vous me- faire En fait, il est, voilà. ça instille, en fait, ça instille une fausse Il idée est énervé qui fait contre les gens qui disent les comics sont pas facilement accessibles en général. Et donc, du coup, il se venge sur nous, comme s'il nous engueulait. Non, mais c'est aussi pas sur contre ce nous. concept de commencer par, forcément, tu commences parce que t'as envie, en fait. Si la couverture, elle te plaît et que le pitch de base t'intrigue, vas-y. Et, comme dit, personne Moi, ne je viendra pense qu'on a compris l'idée. te mettre un QCM à la Je fin pense qu'on a compris et l'idée. te juger là-dessus. Voilà, donc on en a terminé. Du coup, c'est quand même pas hyper accessible. Allez, je vais Dans ce t'enfoncer. podcast, on ne parle que d'amour. Vous allez entendre mon micro dans
dans ton fondement. Voilà, Corentin, on va en terminer là-dessus pour ce Back Issues avec l'ami PA. Merci encore à toi. Mais merci à vous de t'être prêté à d'avoir accepté de m'être imposé à cet exercice. Donc il y a des liens dans la description si vous voulez aller jeter un œil à ces bandes dessinées et les commander avec nos libraires partenaires. On vous rappelle aussi qu'une fois que vous avez claqué tout votre PEL en bande dessinée, vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee. Et puis on se dit à très bientôt pour les prochains épisodes. Salut tout le monde.